What is up, family? We have another Patreon request, and this will likely be in 2 parts. If not, I'll stick it in one, but for me, it'll be 2 parts. I promise you that. The Great Review. Il est magnifique, ce gars. Il est excellent. One of the best, storytellers there is, And he's a very good gamer, too. Anyway, ce n'est pas de quoi? Le sport. Ce n'est pas de l'esport. C'est la FGC. It's not esports. It's Fighting Game Club. It's the Fighting Game Club. Or, no, game club or community? Ben, j'ai oublié. All I know is they beat the shit out of each other with fighting games. Street Fighter, stuff like that. I guess. I think. Ben, je sais pas. Let's go. Teach me. Great review. Teach me. Les jeux de combat, ça a toujours été à part. On rappelle ça. Ils sont pas si répandus que ça. Hein. Vous avez tous des potes qui jouent régulièrement à des jeux de tir, à des jeux d'aventure ou à des trucs mignons où il faut faire pousser des carottes, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui débarque en disant moi ce que j'aime c'est vraiment Street Fighter. Mais quand tu vas à leur compétition, le niveau de hype. Ça là, vous voyez ce genre d'ambiance quand le joueur explose et que tout le monde était à 30 cm de lui et que ça se précipite sur lui et que ça l'attrape, ce genre de truc de fou. Vous voyez ça à chaque fois que vous allez dans un event de jeu de combat. Et quand vous voyez ça, vous vous dites comment est-ce que quelque chose qui génère des émotions pareilles chez les gens fait bande à part au point où quand on classe les différentes scènes e-sport, ils sont généralement même pas cités. Et un jour, j'ai vu des commentateurs dire ce n'est pas de l'e-sport, c'est la FGC. La FGC, c'est la communauté des jeux de combat. Donc ils savent qu'ils sont à part et ils ont l'air d'en être très très fiers. Et c'est vrai que quand tu regardes, leurs events sont super différents, leurs règles sont super différentes, leur culture est super différente. Et j'ai voulu savoir pourquoi, ça m'a trop intrigué. Donc j'ai fouillé et il va falloir qu'on fasse un sacré flashback. Parce que la raison pour laquelle ils ressemblent à aucune autre scène compétitive, c'est qu'ils sont les derniers descendants vivants d'une culture bien spécifique. Another game. Ok, imagine que t'es un ado dans les années 80 et tu vis dans une petite ville des États-Unis et je sais pas, on va dire que t'as un nom typiquement américain, genre Steve. Et ce soir-là, t'es trop heureux sur ton vélo parce qu'il fait beau, parce que c'est l'été, parce que c'est un week-end, tu peux rentrer plus tard, mais surtout, comme t'as aidé à tondre la pelouse et à porter les courses, t'as des pièces dans ta poche. Et donc la vraie raison pour laquelle t'es heureux, c'est l'endroit où tu vas. Ok. Centipede. Bounty Kong, Galaxia, Galaxica, Pac-Man. Les premières consoles étaient hors de prix. Oh my god. Et en plus, elles avaient aucune puissance. Regardez la tête de Pac-Man sur Atari 2600. C'est le mieux que la console pouvait afficher. Mais d'un autre côté, tu pouvais aller au centre commercial du coin, et c'était 25 centimes la partie, et les jeux étaient beaucoup plus beaux parce qu'il y avait beaucoup plus de place pour mettre des composants dans les machines. Ça, c'est la raison pour laquelle les gens ont commencé à aller aux arcades. Et c'était... Oh, Defender. Des endroits incroyables. C'était comme avoir un mini parc d'attractions à côté de chez toi. Tes parents te suivaient pas là-bas. Ça sentait le popcorn et les bonbons quand t'arrivais. Et puis tu rentrais et c'était juste des galeries et des allées de trucs brillants partout. Et des nouveaux jeux vidéo partout où tu regardais. Et surtout, des dizaines de gosses passionnés par le même truc que toi. Vous voyez ce cliché de les jeux vidéo ça isole, que c'est un passe-temps pour un mec qui sort pas de sa chambre et qui voit personne. À l'époque c'était le contraire. C'était incroyablement sociable. Tu allais tous les jours dans un endroit rempli de gens qui... And they don't exist anymore. I don't think so. I don't even know where you could find an arcade anymore, a real arcade. Parlaient jeux vidéo toute la journée. Regarde, tu lances Lunar Lander. Tu t'écrases misérablement. Tu relances Lunar Lander, tu te réécrases misérablement. Ton premier réflexe dans une salle d'arcade, c'est quoi? Tu te tournes vers le gosse qui est à ta droite et tu fais frère, comment on joue à ça? Et donc il t'explique et il te montre et vous... Dig Dug, remember Dig Dug? Vous parlez et vous devenez potes. Et la fois d'après, quand tu le revois, vous êtes potes. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Tout le monde dans la salle sait c'est quoi les jeux auxquels tu joues le plus. Quelqu'un que t'as jamais vu vient te chercher pour que tu lui donnes des conseils sur un jeu où il galère. Et puis soudain, il y a un employé de l'arcade qui arrive avec une nouvelle machine. Et il l'installe devant tout le monde. Et c'est comme ça que tu réalisais qu'un jeu venait de sortir à cette époque. Oh my god, Qbert! Oh my god, wow! The memories. Man, I'm old. La machine était installée devant toi. Et il finit de l'installer. Et là, silence. Et
tous les gosses se regardent pour savoir qui est le courageux qui va essayer le jeu en premier. Et il y a quelqu'un qui s'avance et il fait de son mieux. Et à la fin, tout le monde discute de comment était le jeu, comment il s'en est sorti, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire, comment il a joué. Vous voyez? Space Invaders. Vous comprenez que les gens qui ont connu les arcades à leur prime sont inhumainement nostalgiques de ça. The same shit, C'est un endroit où ils ont passé des milliers d'heures, c'est un endroit où ils sont tombés amoureux du jeu vidéo, c'est un endroit où ils se sont fait tout un tas de potes, c'est trop important pour eux. Malheureusement, c'est un endroit qui ne peut pas survivre. Tout le monde dans le milieu, même au moment du prime des arcades, même quand elles ramènent 1000 fois plus que le marché des consoles, tout le monde sait que ça ne peut pas être l'avenir du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que si tu fais un jeu et qu'il y a 10 000 activités dedans, et qu'il faut 800 heures pour le finir, et que l'histoire est trop bien, vraiment le jeu il est incroyable, il n'y a pas une salle d'arcade qui va te l'acheter. Ouais. C'est eux les clients à l'époque. C'est pas les joueurs, c'est la salle d'arcade. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des jeux qui sont basiques, extrêmement simples, il faut pas faire fuir les jeunes, et si possible, extrêmement difficiles, parce que c'est financièrement bien s'ils doivent remettre une pièce toutes les 5 secondes. Et donc si tu es un dev plein d'ambition qui veut faire le RPG de sa vie qui dure 800 heures, tu dois aller le faire sur console de salon. Ouais. Il n'y a pas le choix, même si le marché est beaucoup plus petit à ce moment-là, tu dois aller sur console de salon. Donc tous les devs qui ont grandi dans les salles d'arcade savent bien que le futur se joue sur console. Et donc ils savent que cet endroit qu'ils adorent, bientôt il sera vide, et ils le vivent mal. Et donc commence à apparaître chez les devs du début des années 80 une sorte d'obsession à l'idée de créer un jeu qui serait rentable pour les salles, mais en même temps qui serait tellement bien qu'il arriverait à convaincre les gens de ne pas partir. Parmi toutes ces équipes, Street Fighter. Il y en a qui sont plus excentriques que d'autres. Ok, lui c'est Yoshiki Okamoto. À la base, il bosse chez Konami. Et un beau jour, les boss de Konami lui ont dit « Yoshiki, fais-nous un jeu de voiture. » En ce moment, ça marche bien. Oh, Outrun was so much fun. Les jeux de voiture. Yoshiki a fait bien sûr, certainement. Il a pris tout le budget et il a fait Space Pilot. Et quand les boss de chez Konami lui ont dit « Attends, ce n'est pas du tout un jeu de voiture », il a dit « Écoutez, j'ai décidé que vous aviez tort et que les jeux d'avion, c'est beaucoup plus fun que les jeux de voiture. » Et il a ajouté « Comme mon jeu marche extrêmement bien dans les arcades en ce moment, je vais prendre cette augmentation maintenant. S'il vous plaît. » Asteroids. Surprenamment, il n'a pas été augmenté, il a été viré. Et il a retrouvé du travail dans un nouveau studio, beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, avec beaucoup moins de thunes, qui venait juste d'ouvrir, qui s'appelait Capcom. Wow. Une fois chez Capcom, il commence à rassembler une équipe, avec des gens comme lui dedans. D'abord, il a trouvé Funamizu, son premier assistant, parce qu'un jour de recrutement, il n'était pas dans sa chaise. Ils ont fait passer plein d'entretiens d'embauche, et puis la chaise de Funamizu, elle était vide. Ils l'ont cherchée dans tout le bâtiment. Ils l'ont retrouvé 3 étages en dessous, en train de jouer sur les bornes d'arcade qui étaient dans le hall d'accueil de Capcom. C'est-à-dire qu'au lieu de passer son entretien d'embauche, il a préféré se barrer et aller jouer pendant tout l'après-midi. Et ça a fait extrêmement rire Okamoto, qui l'a recruté immédiatement. Puis il a eu besoin d'un artiste. Donc ils ont mis une annonce dans le journal, et il y en a un qui s'est pointé en pyjama. Et il a dit « Oui, je suis en pyjama, mais je voudrais faire l'entretien d'embauche dans quelque chose de confortable. » Et il ne savait pas que Capcom faisait des jeux vidéo. Et il a vu « Cherche dessinateur » dans le journal, et il n'a pas lu plus loin. Il a dit « Oh bah très bien, je veux dessiner. » Pour l'instant, personne ne connaît Akira Yasuda, mais dans quelques années, ça va être un des designers de personnages les plus célèbres de l'industrie. C'est incroyable. C'est incroyable. You know, sometimes there's a force field that pulls you into something you have no idea what it's going to become, but you realize I'm in the right place. I'm in the right place. My man showed up in pajamas and got the job. The other one plays games for half the day. He got the job. Like, they probably thought in their head, this is never going to work out. I tell you, everybody's got a plan. You know that saying, God has a plan for you? I'm telling you, he just might. Puis enfin, il y a Nishitani, qui était un journaliste que Okamoto admirait énormément. À chaque fois qu'il lisait ses articles dans un des premiers journaux de jeux vidéo du Japon, il se disait « Ce mec est brillant ». Et du coup, un jour, il lui envoie un message en lui disant « Tu es trop intelligent pour juste parler de jeu, passe de l'autre côté de la barrière et viens en faire avec nous ». Et moins d'une semaine après avoir eu ce message, Nishitani avait vendu son appart, démissionné de son job, changé de ville, et il était en train de faire des jeux avec Capcom. Tu vois ça? See, that's a pair of balls right there. Ça, c'est des couilles. You say, fuck everything. I'm just gonna start over.
Right now, I'm comfortable. Everything. See, I have that problem. When I get comfortable, everything seems safe. I don't want to take a risk because I might lose everything that's working. If you just give it all up and your new adventure fails, now you're really screwed. But you see, people like that, avec des couilles, c'est pas de problème. And they make it work. I'm a fan. Really, I admire people like that. I'm a fan. Palmarès de la team. Ils ont sorti Capcom de la faillite avec un jeu tellement honteux que même Capcom assume pas vraiment de l'avoir fait aujourd'hui. Parce qu'au début, les premiers jeux de Capcom se vendaient mal. La boîte était vraiment dans le rouge et il y a vraiment eu un moment où la boîte a failli ne pas finir l'année. Et à ce moment-là, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on va faire un jeu de Mahjong. Parce que c'est rapide à faire, ça coûte pas de thunes. Mais il y a 8000 jeux de Mahjong, comment est-ce qu'on va se démarquer nous ? Eh bah, on va demander à Akiman de dessiner des meufs. Et à chaque fois que tu gagnes une partie de Mahjong, elles enlèvent un vêtement. Wow. Et les gens autour étaient en mode, vous pensez vraiment que ça va marcher un truc aussi stupide ? Et ils étaient en mode, les joueurs sont des créatures simples, t'inquiète même pas que ça va marcher. Donc ils ont sorti Mahjong Gakuen, et ce truc a ramené tellement de thunes que à lui seul, il a remis Capcom dans le vert cette année-là. Mahjong Gakuen a ramené plus d'argent que Ghouls and Ghosts, qui est connu pour être genre le grand succès arcade de Capcom à cette époque. Wow. Et encore aujourd'hui, c'est marqué que Mahjong Gakuen a été développé par Yuga. And it's Ghosts and Ghouls. It's not Ghouls and Ghosts. I'm pretty sure it's Ghosts and Ghouls. Putain, maybe it's Ghouls and Ghosts. Ah, mais Yuga n'existe pas, c'est une société écran parce que Capcom assumait pas d'avoir remis ses comptes dans le vert avec ça. See how shallow boys are. You see how shallow men and boys are. Just give us anything naked, and as long as it's a woman, and we're like, hey, I'll play it. Yes, we are shallow. Especially that. That. Pendant qu'ils sont en train de fièrement sauver l'entreprise, dans la pièce juste à côté, il y a une autre équipe de Capcom qui est en train de bosser sur son jeu à elle. Et c'est un jeu de karaté. Pourquoi c'est un jeu de karaté ? Parce que c'est les années 80. Littéralement, parce que c'est les années 80. Dans les années 70, les gens aimaient la boxe. C'était l'époque des grands matchs de légende entre Ali et Frazier. Et donc on leur faisait des jeux de boxe. Et puis les années 80 sont arrivés. Et des grands matchs de légende entre Ali et Frazier. Et donc on leur faisait des jeux de boxe. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, wow. Wow. Et puis les années 80 sont arrivées et le Japon est devenu le premier pays riche d'Asie et l'Occident a pété un plomb sur ce pays. Tout le monde à l'Ouest est devenu fasciné par le Japon et Hollywood s'en sont rendu compte et ils ont fait Karate Kid. Blockbuster international instantanément, tous les petits Américains rêvent d'être inscrits en cours de karaté et à ce moment-là, avec le meilleur timing de sortie jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo, Karate Champ est sorti dans les salles d'arcade. Et le truc avec Karate Champ, c'est un karatéka en blanc contre un karatéka en rouge et c'est les règles du karaté. C'est ultra expéditif. C'est-à-dire que tu guettes le moment où ton adversaire va faire un malheureux pas en avant et si tu connais la bonne commande, tu vas faire le coup de pied aérien dans les airs et l'étaler en un coup. Ça veut dire qu'il y a un jeu dans lequel ça se passe comme dans Karate Kid qui vient de sortir en même temps que Karate Kid. Succès de zinzin. Jamais un jeu sur les arts martiaux avait ramené autant de thunes. Et à ce moment-là, l'industrie du jeu vidéo a fait ce qu'elle fait à chaque fois qu'un jeu marchait bien dans les années 80, tout le monde l'a copié. Les jeux étaient faciles à faire à l'époque et tout le monde s'en foutait de copier quelqu'un d'autre. Donc vraiment, dès qu'un jeu marchait, il y avait soit... Ah, ça c'est joli. Ça alors là, I put that right next to the boxing. That's a good one. Look at that. Look at that. How do I play this? I cannot wait to try that game. Holy shit. 75 clones exactement comme lui qui sortaient dans les 2 semaines. C'est exactement ce qui s'est passé. Capcom, toujours dans les magouilles pour essayer de se faire de la thune, se sont dit « Waouh, on va faire exactement comme tout le monde et copier l'idée, mais nous, on va rajouter de l'histoire dedans. »
Ça va nous démarquer. Et donc, notre karatéka en blanc s'appellera Ryu, et notre karatéka en rouge, Ken. Oh my God. Le jeu s'appelle Street Fighter. Et ça va être un flop terrifiant. Le premier épisode Vraiment? C'est un terrible flop? de la plus célèbre de toutes les sagas de jeux de combat, c'est fracassé par terre. Mais évidemment que c'est Wow. fracassé par terre. Regardez ce qu'ils ont fait, ces sagouins. Leur but, c'était pas de faire un jeu de combat super innovant, c'était de reprendre Karate Champ, mais de le mettre dans une borne d'arcade spéciale qui pourrait vendre 2 fois plus cher aux salles. Et ils sont arrivés à ça. Vous voyez ce qu'il y a dessus ? C'est des boutons pneumatiques sensibles à la pression. C'est un jeu où plus tu tapes fort la machine, plus tu fais des dégâts à ton adversaire. Et quand ils l'ont testé dans les hangars de chez Capcom, la première fois, ils se sont tous fracassés les mains dessus. Genre tous les testeurs ont fini avec les poignets en sang parce que les boutons étaient super durs. Et à ce moment-là, ils se sont dit, c'est parfait, envoyons-le aux 4 coins du monde. Oh, you gotta be kidding me. Quand les machines sont arrivées dans les salles d'arcade, il s'est passé 2 choses. Au bout de 2 jours, soit un enfant se blessait et la salle recevait une plainte des parents, soit les enfants comprenaient comment ça marchait et se mettaient à monter sur la machine et à sauter à pieds joints sur le bouton pour one-shot leur Oh my God. adversaire. Et là, c'est eux qui cassaient la machine. Donc au bout d'une semaine, la moitié des machines sont cassées, la moitié des enfants sont cassés et il y a des plaintes dans tous les sens. Oh my Et en God. plus, comme la machine avait besoin de temps pour savoir à quel point t'avais tapé fort, les personnages répondaient pas. Genre, le jeu est horrible. Ça a tellement flop que l'équipe qui a fait Street Fighter 1 s'est barrée de chez Capcom. Et à ce moment-là, le boss de chez Capcom a dit « Moi, je pense vraiment que ça a du potentiel, ces jeux de karaté. J'aime bien cette licence Street Fighter. Qui c'est qui est en train de rien faire et à qui je pourrais la refiler ?» Et au début, ils sont pas contents. Leur première réaction, c'est pourquoi nous. Il y a 150 000 clones de Karate Champ maintenant et aucun ne marche parce que le marché est saturé. Pourquoi il a fallu que on se récupère la nouvelle licence débile avec les boutons automatiques ? Et puis Nishitani, qui est le mec le plus brillant dans la squad et l'encyclopédie du jeu vidéo et dans pas longtemps le père de tous les jeux de combat, il dit c'est quoi le problème avec Street Fighter 1 ? Outre les contrôles catastrophiques, c'est quoi le problème de fond ? Le problème de fond est que le gosse arrive devant la machine, met 25 centimes, lance l'aventure et son combat il ressemble à ça. Le problème est que c'est horriblement dur et injuste. Le problème est le problème de l'arcade. On est retombé dans le vieux piège où on a fait le jeu horriblement dur et injuste parce qu'on savait bien que sinon la salle elle nous l'achèterait pas. Genre. Et on fait ça parce qu'on sait que tout le monde va jouer en solo. Le but de Street Fighter 1, c'est de faire le tour du monde et d'affronter 15 boss. C'est de faire la campagne. Parce que le but de Karate Champ, c'était d'affronter des IA de plus en plus forts dans le mode campagne. Et tous les clones de Karate Champ, pareil. C'est des jeux solo. Ça a toujours été des jeux solo. Maintenant, imaginez, on arrive à convaincre les gens de jouer les uns contre les autres à la place. Ah, you're so smart. Imagine, dans Oh, genre smart. 5 ans, il y a un mec That's qui joue à very notre jeu intelligent. et il est trop fort. Genre, il faudrait jouer des milliers d'heures pour avoir son niveau et il est dans la salle et il massacre tout le monde. Vous vous rendez compte que la salle est contente parce qu'il massacre quelqu'un toutes les 10 secondes et donc ça, tout le monde doit remettre des pièces sans arrêt pour jouer contre lui. Les joueurs sont contents parce qu'au lieu de se faire détruire par une IA qui est injuste, bah juste le mec est meilleur que eux. Et nous les devs, on est contents parce qu'au lieu de rajouter de l'injustice dans notre jeu, on met juste de la profondeur. Et plus on rend notre jeu profond, plus ce mec peut être monstrueux dessus et ça nourrit le cycle. Et vous vous rendez compte que si on arrive à faire qu'ils jouent les uns contre les autres, on a le jeu d'arcade ultime. Tout le monde est heureux, genre. Et sa team lui dit c'est super, magnifique démonstration, trop bien, mais il y a déjà un mode joueur contre joueur dans Street Fighter 1 et dans Karate Champ. Il y en a déjà un. Et Nishitani fait oui, mais personne s'en sert. Pourquoi personne s'en sert ? Pourquoi tout le monde préfère jouer à la campagne ? Parce qu'il y a un seul perso jouable. On s'ennuie de fou. Genre, il y a toujours eu qu'un seul perso jouable. En fait, on les appelle Ryu et Ken, mais c'est le karaté rouge et le karaté blanc. Ils se jouent pareil. C'est une arnaque. C'est pas drôle. Tout le monde joue le même perso. Et en plus, il est pas très intéressant à apprendre. Genre, au bout de 2 heures, tu sais tous les coups. Maintenant, je sais que ça demanderait 10 fois plus de temps et d'efforts que personne n'en a jamais mis dans un jeu de karaté. Mais venez, au lieu de faire un perso, on en fait genre 10. Et on les équilibre tous les uns par rapport aux autres de façon à ce que peu importe celui que tu choisis, tu peux gagner avec. Je vous jure, ça va marcher. Donc ils partent faire leur jeu, et ça leur prend 2 ans, ce qui est une durée qui n'a jamais été vue jusque-là pour un jeu d'arts martiaux. Et pendant ces 2 ans, ils font une dizaine de personnages. Ils essayent de les équilibrer les uns par rapport aux autres, mais surtout, ils se demandent comment on fait pour qu'au bout de 2 heures, on n'ait pas fait le tour d'un personnage. Et comment faire pour qu'au bout de 20 heures, on n'ait pas fait le tour d'un personnage. Et idéalement, si possible, comment faire pour qu'au bout de centaines d'heures,
on n'est pas fait le tour d'un personnage. Et un matin, ils ont fini. Et Nishitani est resté réveillé toute la nuit, évidemment, parce qu'il essayait de corriger des bugs jusqu'à la dernière seconde. Et puis ce matin-là, il a la ROM dans les mains. Et il l'attend à un petit stagiaire de chez Capcom et il lui dit « Voilà la ROM, emmène-la à l'usine, ils vont commencer à la copier et à la distribuer. » Ça veut dire qu'à un moment, un matin à 7h du mat dans les rues d'Osaka, il y avait un gosse avec tous les futurs jeux de combat dans son sac à dos. Et le jeu sort dans les salles. Et les joueurs japonais arrivent, ils disent « Oh, un jeu de combat, intéressant !» Ils lancent la campagne, ils se font massacrer par l'IA, qui est toujours stupide évidemment, et ils disent « Oh, bon en fait on connaît les jeux de combat !» Et ils rentrent chez eux. Nishitani est allé se mettre dans une salle d'arcade de son quartier juste pour voir comment le jeu est accueilli le premier jour. À la fin de la journée, pas une personne a pensé à faire un duel. Ils ont sorti un jeu comme ça, à une époque où dans la tête de tout le monde, un jeu de combat, c'est un jeu d'aventure solo. Et leur jeu, visuellement, il ressemble aux autres jeux de combat. Donc tout le monde y joue comme aux jeux de combat qu'ils connaissent. Et là, ils se rendent compte, un tout petit peu catastrophé, qu'ils n'ont pas marketé le fait que c'est très très différent de tous les jeux qui venaient avant. À la fin de la première semaine, les chiffres sont horribles. Le jeu est globalement ignoré par tout le monde. Et la team est en train de se dire, il va falloir qu'on explique à Capcom qu'on a passé 2 ans sur un jeu que personne n'a techniquement essayé même. Et quelques jours plus tard, ils reçoivent un coup de téléphone de San Francisco. Ils ont une salle de test à San Francisco, une salle d'arcade où ils envoient des jeux pour tester le marché américain, et si le jeu marche bien dans cette salle, bah, ils exportent le jeu à tout le marché américain. Et le propriétaire de la salle les appelle un matin et leur dit « Les frères, qu'est-ce qui se passe ? Un jeu populaire chez moi, ça fait genre $600 par semaine. Un jeu qui marche très bien, ça fait $800 par semaine. Votre Street Fighter 2 vient de me faire 1500 la semaine dernière. Je dois vider la machine tous les jours. Qu'est-ce que vous m'avez fait là ? » Évidemment que c'est dans ce pays de psychopathes où ils ont tous un fusil d'assaut dans leur chambre qu'ils ont capté les premiers que c'est un jeu où on est censé se taper les uns sur les autres. Les Américains jouent en PVP à Street Fighter 2 et la salle est remplie de gosses qui font une file d'attente jusqu'à l'entrée de la salle d'arcade parce que ces gens ils ont capté que l'intérêt c'était de faire du PVP, mais surtout ils ont trouvé ce que Nishitani et la team ont mis dans le jeu. That's great. Crazy Americans who like to beat the shit out of each other. Oh là là. That's too funny. Ce qu'ils ont découvert, c'est les premières semaines, ça joue normal. Ça joue un petit coup de poing, un petit coup de pied par-ci, ça joue normal. Et au bout d'un moment, les gosses qui passent vraiment trop de temps sur le jeu, ils disent ok, c'est bizarre. J'ai l'impression que quand je fais certaines actions, dans un rythme bien précis, avec un ordre bien précis, j'ai des attaques qui partent trop vite. Vous voyez, genre par exemple quand je mets un coup de pied, après je dois a combo. That's when the combos started coming out. Attendre un petit instant que mon perso ramène son pied et se relève avant de pouvoir faire autre chose. C'est normal. Mais des fois je mets un coup de pied et si j'appuie sur un bouton bien précis avec vraiment dans la milliseconde où il faut, ça devient autre chose. Vous voyez, je n'ai jamais ramené ma jambe. Le mouvement est devenu autre chose. Et ses potes lui disent bon, on s'en fout. Ça, regarde, ça t'a fait gagner quoi, un demi-dixième de seconde, c'est quasiment pas possible de voir la différence à l'œil nu entre ramener et ne pas ramener la jambe. Trop bien. Sauf qu'en fait, ce dixième de seconde que tu gagnes, c'est celui dont l'adversaire a besoin pour relever sa garde. Si je mets un coup de pied et que je prends le temps de ramener ma jambe, il peut bloquer le coup suivant. Je ne prends pas le temps de ramener ma jambe, il prend le coup suivant et il ne peut rien faire. Et là, d'un coup, tout le monde dans la pièce comprend, tout le monde fait attends, oh. Ça veut dire que si tu sais reproduire ce bug à chaque fois, maintenant, à chaque fois que tu mettras le coup de pied, tu mettras l'uppercut avec et on ne peut rien faire. Holy shit, and that's when they realize, oh my god, we could do combo moves. It's crazy how video games evolve. And this one evolved off of a bug. C'est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'ils viennent de découvrir ? Un combo. C'est juste un combo. C'est excellent. En 1992 et personne ne sait ce que c'est, mais une série d'attaques qui arrive tellement vite que tu dois tout prendre dans la tête et tu ne peux rien faire, c'est un combo. Et quand tout le monde réalise que c'est dans le jeu, ils se disent oh là, alors attends, tu fais disparaître des animations en plein milieu et c'est 1000 fois trop fort, ça doit être un bug. Ils ont raison à moitié, c'est un bug. Et quelques mois plus tôt dans son atelier, Nishitani se rend compte qu'il a complètement mélangé son code et qu'il a des attaques qui partent trop vite et qui font annuler l'attaque précédente. Et il est sur le point de le fixer et il se dit Attends. I love it.
This is a great video, by the way. This guy's amazing. Je suis en train d'essayer de faire un jeu qui est difficile à maîtriser. Alors c'est vrai, j'ai un bug, et c'est vrai qu'il est super fort. Mais le timing est tellement strict, c'est tellement dur à lancer. Si demain j'ai un joueur qui est assez fort pour déclencher ça à chaque fois, est-ce qu'il mérite pas de démolir tout le monde avec? Et donc non seulement il n'a pas fixé le bug, mais il l'a mis sur tous les persos. That's awesome. That is awesome. Look at that. 4-hit combo. 4-hit combo. Oh là là. Sauf que déclencher le bug, souvent, ça n'a rien de simple. Hein. La condition à laquelle Nishitani l'a laissé dans le jeu, c'est que tu dois travailler pour l'avoir. Genre, si vous êtes un joueur normal, vous faites des AAA et vous avez fait pas mal de jeux d'action-aventure dans votre vie, vous avez rencontré normalement tout un tas de combos. Ce n'est pas la même chose. Prenez-le de quelqu'un qui s'est mis au jeu de combat cette année, ce n'est tellement pas la même chose. Ok, on va utiliser un exemple et en plus ça va me permettre de montrer des jeux un petit peu plus modernes. Supposons qu'un beau jour, vous achetez Street Fighter. Entre-temps, tout le monde a découvert le bug, maintenant il est au cœur du gameplay de la série et c'est acté par tout le monde que si tu veux être fort en multijoueur, il faut savoir faire des combos. Et toi t'as conscience d'être nul, donc t'allumes le jeu, tu vas en mode entraînement. Et le jeu dit ok, on va commencer facile. Donne-moi un coup de pied léger, puis un coup de poing léger, puis un coup de poing fort. Tu te dis facile, t'y vas, et il te le valide pas. Tu le refais, il te le valide toujours pas. Là, tu comprends pas trop. Le premier truc généralement, c'est tu checkes les boutons. Peut-être que j'appuyais pas sur les bons boutons, mais non. C'est clairement les 3 boutons qu'il voulait. Il se passe quoi à votre avis là? Ce qui est en train de se passer, c'est je suis un joueur normal. Toute ma vie, j'ai joué à des jeux grand public. Je suis habitué aux jeux d'aventure où on me dit le combo c'est XXY et puis je fais XXY et le personnage il fait swish swash swoosh avec ses sabres laser. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi ici. Enfin, on attend XXY, mais sur un timing si phénoménalement précis que tu peux essayer de le rentrer 30 fois et jamais tomber dessus. Je fais le bon combo. J'appuie juste pas sur les... Yeah, it could be LLF. LLF. Or it could be LLF. Or it could be LLF. Oh, could you imagine? And you don't have there's no instructions. You just got to keep doing this shit. Like he said, you could try it 30 times and get 30 times wrong. Even though it's just 3 freaking buttons you have to hit. Yeah, c'est pas facile. Boutons au bon dixième de seconde. Pas facile. Le timing est tellement strict que tabasser mes boutons ne sert à rien. Je pourrais appuyer sur le premier bouton, puis tabasser de toutes mes forces le deuxième. Et le timing est tellement petit que je le raterais même comme ça. Ce qui va se passer maintenant, c'est à un moment vous allez réussir à faire 1-2, puis vous allez le reperdre pendant 20 minutes, puis vous allez réaliser que le timing entre 1 et 2 est légèrement différent du timing entre 2 et 3, donc il y a 2 timings différents à apprendre. Putain, oh là là. Ça c'est pas facile. Et si vraiment tu t'acharnes, boom. Oh my god. Et là, tu te dis 2 choses. 1, je vais jamais le refaire. Et 2, je suis censé mettre ça à un ennemi qui bouge et qui me met une mandale dès que je m'approche. C'est là que tu réalises que le seul monde où tu vas le caler en combat, c'est si tes mains le font à la place de ton cerveau. Si vraiment ça fait padadam et t'as même pas besoin d'y réfléchir. Si tu cales le premier coup sur l'ennemi et que tu te dis oh j'ai une ouverture trop bien, c'est le moment de mettre un coup. C'est trop tard. C'est 16 ans trop tard. Putain, la seule route où ça marche, c'est que tu passes X heures en mode entraînement jusqu'à ce que ce soit un automatisme. Et là tu réalises la quantité de travail que ça va te demander et tu poses la manette. Tu vas faire autre chose. Mais il se trouve que pile ce week-end dans ta ville, il y a un tournoi de Street Fighter. Et par curiosité tu vas voir. Et il y a 50 gars sur des chaises en plastique, et il y a un mec qui fait le commentary, ça commence à jouer, et soudain, il y a un gars, tout juste débarqué du Japon, et il tient le rythme. Le rythme qu'il t'a fallu 10 heures pour avoir sur 3 coups, il le tient. Mais pas sur 3 coups. Pas sur 5, pas sur 7, pas sur 10. Toujours. Oh, and he gets him again. He's got a real hard read on that now. Oh là là.
is Daigo. Et là, pour mettre 29 coups, il a tapé beaucoup plus que 29 boutons. Parce qu'il y a énormément de trucs dans son enchaînement qui sont des coups spéciaux qui demandent des combinaisons pour partir. Genre la boule de feu par exemple, c'est 4 boutons. C'est bas, bas droite, droite, taper. C'est 4 boutons. Et regardez la vitesse à laquelle il tape, puis il enchaîne sur la boule de feu, puis il enchaîne sur quelque chose d'autre. Là-dedans, à un moment, il avait le temps pour 4 boutons. Ça, Et c'est il fou. fait ça, une attaque sur 3. Ça, c'est fou. C'est fou. Vous voulez savoir à quel point un joueur professionnel peut être précis et rapide? Genre dans quelles extrémités on peut pousser ce système inventé par Nishitani? Ok, voilà Kudance. You need the brain. Kudance est coréen et il joue à Tekken. Et Tekken, c'est Street Fighter, mais tu peux tourner autour de l'adversaire. Ouais. Wow, cette comparaison est honteuse, m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Kudance a une histoire absolument fascinante. C'était la personne qui terrorisait le monde entier quand il était ado, il y a vraiment très 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 longtemps. C'est un vieux joueur. Et au bout d'un moment, il a complètement arrêté et il a disparu pendant 15 ans. Parce qu'à cette époque, tu pouvais pas du tout gagner de l'argent avec les jeux vidéo et à un moment, il fallait grandir, il fallait aller faire autre chose. Il a disparu. Il est allé trouver un job et il a mené une vie entière après Tekken. 15 années entières. Et au bout d'un moment, son père est mort. Et il a fait une dépression. Et à ce moment-là, il s'est demandé, c'est quand la dernière fois que j'ai été vraiment heureux? When he was beating the shit out of people. Ouais. When he was whooping everybody's ass. Donc 15 ans plus tard, il s'est remis à s'entraîner. Et quand il a débarqué en tournoi, les présentateurs et les gens contre qui il jouait savaient même pas si c'était vraiment lui ou s'il avait choisi son pseudo en hommage à la personne qui massacrait tout le monde au début des années 2000. Pour l'exemple de Kudance, on va compter des images. Dans tous les jeux, il y a un moment où tu sens que ton pote a arrêté de juste jouer pour le fun et qu'il veut gagner. Alors, dans CS, c'est quand tu commences à apprendre les smokes. Dans League of Legends, c'est quand tu commences à sortir des phrases comme et tout. Tu peux m'aider à freeze la wave. Et dans les jeux de combat, c'est quand tu commences à compter les images. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, si on ralentit l'action à l'extrême, on voit que, comme pour tout ce qui est sur un écran, le mouvement est une illusion et c'est juste plein d'images statiques qui s'enchaînent très très vite. Ouais. Ok, ça veut dire que si je voulais utiliser la mesure de temps la plus petite et la plus précise possible, j'utiliserais l'image. Genre ce coup de poing part en 3 images. 1, 2, 3. Ok? Kudance étant un psychopathe, comme tous les pros, il a appris la durée exacte de centaines et de centaines d'attaques. Pas juste toutes celles de son personnage, toutes celles de tous les personnages. Et donc, à ce moment fatidique, en grande finale avec le monde entier qu'il regarde et sa carrière en jeu, au moment où il prend cette mandale, il sait qu'un écart de 14 images vient de se créer. Parce que quand son personnage aura fini de bloquer et pourra à nouveau faire quelque chose, le robot en aura encore pour 14 images à ramener son bras avant de pouvoir faire un truc. Donc avantage de 14 images pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire en 14 images? Pas grand chose. C'est horriblement court, 14 images. Le jeu fait défiler 60 images par seconde. Donc une image dure 1/60 de seconde. Donc son avantage de 14 images, en seconde, ça vaut 14/60, ça vaut 0,2. Il a 0,2 secondes d'avance. Avec une avance aussi ridicule, la grande majorité des joueurs, même les pros, enverraient leur coup de poing le plus faible, le plus nul, mais le plus rapide, et espéreraient que ça passe. Kudance ne veut pas faire ça. Son personnage a une attaque iconique de Tekken qui s'appelle le point électrique du dieu du vent, qui est un uppercut avec des éclairs, qui balance l'ennemi dans les airs pour que tu puisses lui faire 1 milliard de dégâts. Kudance, il est en tournoi. Il veut choper le moindre avantage possible, il veut abattre l'ennemi. Mais honnêtement, dans cette situation, personne n'aurait osé essayer de faire le point électrique. À part lui, vraiment, même les pros n'auraient pas osé. Le calcul est simple. Il a 14 images d'avance pour frapper le robot avant que le robot puisse faire un truc. Une fois lancé, le point électrique prend déjà 10 images à partir. Ça veut dire qu'il a 4 images pour appuyer sur le bouton. 4/60 de seconde, ça fait 0,06 pour appuyer son bouton. Et là, ça devient extrêmement drôle parce que ce n'est pas un bouton. Le point électrique est un coup spécial. Il faut rentrer une combinaison pour le faire. Il faut faire avant, puis revenir en neutre, puis bas, puis diagonale et taper parfaitement en même temps. Et là, on est dans une situation qui est extrêmement marrante parce qu'il a 4 commandes différentes à rentrer
et 4 soixantièmes de seconde pour le faire. Mais c'est pas possible. Ok, juste pour comparer, je vais faire le point électrique et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Ça va pas être un enchaînement de fou gigalon, hein. Ça va être bam, bam. À votre avis, j'étais proche ou j'étais loin de 1 soixantième de seconde par bouton? Loin, très loin. Et j'étais 4 à 5 fois trop lent. Regardez, le jeu a compté pour moi. Hein. Quand j'ai appuyé sur avant, je suis resté appuyé pendant 5 soixantièmes de seconde. Puis quand je suis passé en neutre, j'y suis resté pendant 4. J'étais beaucoup trop lent et je ne sais pas comment appuyer plus vite sur ces boutons. Et c'est normal, hein. En vrai, c'est normal. Hein. 1 soixantième de seconde, c'est... 1 soixantième de seconde, c'est... Un clignement d'œil, c'est 10 fois plus long. Et à ce moment-là, en grande finale, avec 50 000 balles à la clé, et surtout avec son grand retour pour lequel il a travaillé 20 ans à la clé, Koudans, il a décidé de mettre un point électrique qui est à l'image près. Et donc ce qu'il doit faire, c'est premier 60e, il doit repérer que c'est à ce 60e que son personnage peut à nouveau bouger, déjà. Et là, il doit appuyer sur avant. Deuxième 60e, il doit lâcher la manette et revenir en neutre. Troisième 60e, il appuie sur bas. Et quatrième 60e, il doit faire diagonale et taper. Et les deux doivent être dans le même 60e. What the fuck? Et là, le mouvement se lance. Et il dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 images. Et il tape à la 10e. Et là, soit il a tout fait parfaitement et à la prochaine, ça frappe. Soit il a ne serait-ce que 1 soixantième de retard quelque part. Et son adversaire a le temps de remonter sa garde. Et il se fera bloquer. Et il se prendra un contre comme un idiot. What a legend! Oh my god! Did you see that? Oh man! What the? Oh, Fudan! 2-0! Vous savez que c'est techniquement impossible d'aller plus vite? Genre, si vous appuyez sur gauche et droite dans le même 60e de seconde, le jeu il va dire bah non, genre à la prochaine image, j'ai besoin de savoir si je te dessine en train d'aller vers la gauche ou vers la droite. Donc le jeu n'accepte qu'une instruction par 60e de seconde. Donc si ça se trouve, Koudans est encore beaucoup plus rapide que ça. Si ça se trouve, il est capable de rentrer plusieurs boutons dans le même 60e de seconde, on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va aussi vite que le jeu peut possiblement le suivre. Well, his real name is Clark Kent. Tu comprends? That's his real name. Clark Kent. Voilà. He's ready to cry. Voilà ce que les gosses qui sont tombés sur Street Fighter 2 dans la première salle d'arcade à San Francisco ont découvert. Ils ont découvert qu'il y a une dizaine de personnages et que chacun d'entre eux est capable de faire des trucs qui ne se débloquent qu'avec des centaines d'heures d'efforts. Et que si tu es le seul dans la salle qui est capable de faire ces trucs, tu es une légende. Mais, qu'est-ce qui se passe si tu t'es entraîné 40 ans dans ton grenier et tu peux faire des trucs terrifiants, mais tu tombes sur un joueur qui prévoit tout ce que tu fais? Genre, le premier coup de ton combo ne le touchera jamais, il aura toujours levé sa garde à temps parce qu'il s'y attendait. Ou genre, il sait que t'aimes bien t'approcher en sautant, il s'y attend toujours, il te cueille dans les airs à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas perdre. Il se passe qu'il joue mieux que toi. Il se passe que, alors même qu'il ne peut pas faire les mêmes combos que toi, il est bien meilleur que toi au jeu. Parce que les coups difficiles et les combos difficiles, c'est juste une moitié de ce que Nishitani et la team ont mis dans Street Fighter 2. L'autre moitié est... Toutes les actions ont un contre. Toutes. Parce que quand ils jouaient à Street Fighter 1, ils se sont vite rendus compte que si quelqu'un fait que bloquer, il prend le game en otage. Il n'y a rien à faire. Donc ils ont mis la saisie dans Street Fighter 2 pour, si quelqu'un bloque, juste on peut le lancer. Et soudain, ils avaient un pierre-feuille-ciseau. Ils avaient un pierre-feuille-ciseau. Quelqu'un bloque, lance-le. Quelqu'un essaie de te lancer, frappe-le. Quelqu'un essaie de te frapper, bloque et contre-attaque. Mais ils ont mis un pierre-feuille-ciseau dans un jeu où tu es toujours à 1 cm de ton adversaire. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, à chaque seconde, tu dois deviner juste où prendre une mandale. parce que même si tu ne fais rien, même si tu restes sur place et que tu bloques, si ton ennemi a deviné que c'est ce que tu allais faire, il va te lancer. Genre, tu vas prendre une mandale. Ça rend le jeu tellement vivant et tellement nerveux. C'est incroyable parce que dans un jeu de combat, tu te fais envoyer contre un mur et tu te dis « Oh mince, il m'a envoyé contre un mur, il est sur le point de me taper, je dois bloquer. » Sauf s'il a compris que j'allais bloquer
Et à ce moment-là, il est sur le point de me saisir. Et en fait, je devrais taper. Sauf s'il a compris que j'avais compris. Et vous voyez, et dans It's all a mind game. une seconde, il faudra prendre une décision. Et l'un d'entre nous aura raison, et l'autre va perdre de la vie. Et This is what parents never understood about video games. They saw this, they said, my kid is a loser. He's wasting his life on this stupid game. What is he actually learning from this? All he's learning is how to hit people. Every parent should watch a video like this to just comprehend that the kid not only just wants to play a game, that he wants to be the best. And to be the best, you got to use that brain. You got to use that brain and figure it out and not give up and keep going and keep pushing. And eventually you will become the best. And that mentality moves on over to, I want to be the best husband. I want to be the best worker. I want to be the best boss. I want to be the best owner. I want the best car. I want the best house. I want the best life. I want my kids to be the best. It's just a mentality of, I will keep fighting until I'm the best. Not, oh, this is fun. I'm killing him. That's what the parents think. No, I mean, this is why I got my ass kicked at this game every time, because I didn't have the brain to figure it out. Because if you had the brain, you could just beat the shit out of everybody. I was just a button smasher. You know what I mean? You ain't nothing but a button smasher. Yeah, you're right. I'm a button smasher because I don't know what else to do with this damn controller. But anyway, damn, it's amazing. comme le jeu va super vite, une seconde après, il Amazing. faudra prendre une autre décision. Another decision. Mais comment prendre la bonne décision ? C'est que du hasard en fait. Bah, c'est du hasard Those pendant les graphics 10 are premières sick, secondes. man. Look at these Et puis après, tu graphics. mets l'ennemi au sol pour la première fois, et là tu dis est-ce que t'es le genre de mec qui se relève en mettant une saisie ? Ou est-ce que t'es le genre de mec qui se relève en mettant un uppercut ? Et tu vas prendre la réponse dans la tête, hein. C'est vrai, mais tu vas noter la réponse. Et dans 20 secondes, il va à nouveau être au sol, et il peut être imprévisible. Il peut varier, c'est vrai. Mais tous les êtres humains sur cette terre ont tendance à tomber dans des habitudes. Tous. Wow. Et ils retombent d'autant plus vite dans ces habitudes qu'ils sont stressés et qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et si dans 20 secondes, tu te relèves de la façon que je t'ai déjà vu te relever et que je te punis pour ça, il n'y aura plus aucun hasard dans l'équation. Wow. Oh my God. Holy crap. What a move. Vous What a voulez move. voir le jeu mental en application sur le terrain ? Ok, voilà le joueur américain Sleep. Il est en train de faire un des matchs les plus importants de sa vie. Et il joue la momie rouge, qui est un personnage qui veut rester loin. Il a plein d'attaques de loin, il a plein de trucs pour repousser l'adversaire, il veut jouer de loin. Et son adversaire, au contraire, il joue le loup-garou blanc qui est super fort de près. Et Sleep a un problème, il a un point de vie. Genre, il a vraiment un point de vie. Et son adversaire, au lieu de lui courir dessus pour le finir, il s'est posé dans un coin, il a monté sa garde, et maintenant il refuse de bouger. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « Sleep, je suis très content de rester là et de laisser le timer aller jusqu'à 0, parce que quand il va taper 0, je vais gagner, j'ai plus de vie que toi. Si tu veux me tuer avant que ça arrive, tu vas devoir abandonner ton avantage de la distance et venir jusqu'à moi pour me mettre une saisie. » Where I am the best when you're right next to me. Et le public le hue, et les commentateurs le huent, et tout le monde est en train de hurler et de dire que c'est de l'anti-jeu, et il s'en fiche l'adversaire de Sleep, et il a bien raison, il est en tournoi, il met toutes les chances de son côté. Et au début, Sleep reste dans son coin de la carte, et lance des attaques dans la garde de son adversaire. Et tout le monde dans le public se dit, mon pauvre, vu les dégâts que tu mets, tu ne vas jamais y arriver à temps. Mais il fait ça parce que ça remplit les barres qui lui permettent de lancer des attaques spéciales. Et quand elles sont pleines, il envoie tout en même temps. Il envoie la tempête, il envoie la tornade de sable, il envoie l'essaim de moucheron. Et d'un coup, il y a tellement de trucs qui tombent en même temps sur son adversaire qu'il est complètement dépassé. Il doit bloquer haut des attaques haut, il doit bloquer bas des attaques bas. Il y a tellement de trucs qu'il y a certains trucs qui commencent à passer. Et au milieu du chaos, il n'a pas vu que la momie s'est avancée et lui a mis une saisie. Et là, il vient de se rappeler qu'il joue à un jeu de combat et que tu n'as pas le droit d'être prévisible. Que c'est trop facile de trouver une ouverture dans la défense de quelqu'un qui fait toujours la même chose. Là, la peur vient de re-rentrer dans son cœur. Pour Sleep, c'est juste une question de feeling maintenant. C'est sentir la seconde où il va craquer et faire un pas en avant pour t'en mettre une. Et là, Are tu you fais juste kidding un me? pas en arrière.
et tu le laisses taper dans le vide pour qu'il soit grand ouvert. I don't want to look. No! He got him! No! No way! Oh my God! 15 seconds on the clock. Set him down. It worked! Slick again! I can't believe it! Impossible! We did it from nothing! My God, let it happen! Et là, quand tu as été le plus malin et que tu as trouvé l'ouverture, là, on te laisse dérouler ton combo. Vous voyez, c'est pas juste des jeux de rythme, c'est des jeux de prédiction qui deviennent des jeux de rythme quand tu as raison sur ta prédiction. Ça veut dire que tu pourrais passer 700 heures à apprendre tous les combos du jeu et à chaque match, tu aurais quand même le nouveau challenge de « Je dois m'habituer à 7 adversaires ». Wow. That's Et tous ces trucs unbelievable. sur lesquels je viens de faire une tangente de 20 minutes. La difficulté des personnages, la difficulté des coups, l'adaptation à l'adversaire, tout cet océan de profondeur était dans Street Fighter 2. C'était dans le premier jeu de la lignée et c'est tombé sur des enfants des arcades qui en termes de complexité étaient habitués à la grenouille saute sur le tronc d'arbre. Hey, Frogger, look at this shit. Frogger. Wow. Wow, Grâce wow, aux messages wow. sur les premiers forums internet, les Japonais ont fini par se rendre compte que les Américains ne jouaient pas à ce jeu pour l'aventure solo. Et ils ont capté comment ils étaient censés jouer à Street Fighter 2. Et puis après les Japonais, le monde entier a compris et à partir de là, Capcom est devenu le gigantesque studio international qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant toutes les années 90, ils n'ont plus jamais réussi à faire des bornes de Street Fighter 2 suffisamment vite pour répondre à la demande. Wow. Wow. Cette demande était telle que dans les endroits où ils n'arrivaient pas à se procurer le jeu, ils créaient des versions illégales en masse. Au milieu des années 90 au Mexique, il y avait 200 000 bornes de Street Fighter 2. Sauf qu'il n'y a pas de revendeur officiel Capcom au Mexique au milieu des années 90. Le chiffre aurait dû être de 0. Les 200 000 bornes étaient illégales. Rapidement, il y a des clichés qui commencent à apparaître. Comme quoi, si tu joues Ryu, t'es quelqu'un d'un petit peu basique. T'es quelqu'un de fade parce que tu joues le perso de base. Alors que si tu joues Zangief, t'es vu comme super excentrique. Ce délire de caler des stéréotypes à des gens en fonction de leur perso préféré, ça fait 50 ans qu'on le fait. On l'a fait sur 1 milliard de jeux. Tout le monde sait que les joueurs de Yasuo sont des gens horribles. Vous voyez, c'était la première fois qu'on le faisait. Sur Street Fighter 2, c'était la première fois qu'il y avait un jeu compétitif avec différents persos à maîtriser. C'est juste le début du PVP compétitif dans le jeu vidéo. Genre par exemple, c'est la première fois qu'un move cool devient célèbre. Genre 20 ans plus tard, le truc cool c'est de savoir faire des 360 no-scope sur code. Et encore 10 ans après, c'est de savoir faire des 90 degrés sur Fortnite. Mais le Hadoken est légendaire dans la pop culture parce que c'était la toute première fois qu'un move un petit peu difficile te rendait trop cool, genre. Que toute la salle trouvait ça stylé. Ça a tellement changé le paysage du jeu vidéo que c'est le moment où les scores commencent à disparaître. Alors que les scores c'était une religion dans les années 80. Sauf que And then somebody unplugged the machine. He'd be like, no, you can't unplug it. Remember that? He unplugged the machine, the pinball machines also. And then they finally came out with a CMOS battery. But before that, everything got wiped. que si t'es un joueur compétitif, t'aimes le PVP, et tu veux savoir qui est le meilleur entre toi et ton pote, il n'y a plus besoin de prendre un jeu solo et de le faire tous les deux à tour de rôle pour voir qui a le meilleur score. Vous avez un jeu au PVP, vous pouvez juste vous taper dessus. Évidemment, 60 Minutes Studio se mettent tout de suite à faire des jeux qui sont basés sur le même gameplay, ce qui veut dire qu'un genre tout entier vient d'apparaître, et plus important encore, les salles d'arcade sont pleines. Ce qui est un miracle, parce que vraiment l'âge d'or c'était 10 ans plus tôt, c'était les années 80. Quand Street Fighter 2 sort, Nintendo est en train de conquérir le monde. Ils ont sorti la NES, ils ont sorti la Super NES, ça marche trop bien et tout le monde est en train de commencer à jouer dans son salon. Street Fighter 2 est un tel hit qui fait ressortir les gens de chez eux pour aller jouer dans les arcades. Wow. Ce qui veut dire que Okamoto, et Nishitani et toute la team, Incroyable. ils ont eu la joie de voir que leur jeu c'était un hit et la joie de voir l'endroit de leur enfance à nouveau rempli de gens qui s'affrontent et de gens qui se challengent et de gens qui se donnent des conseils. Et maintenant que tout le monde est là, la question est qui est le plus fort dans la salle? Eh ben voilà. Perfect timing. Part 2. Ben voilà. Moi, this is an excellent, the great review. He should just be the great videos. All of his videos are amazing. Wow, I tell you, I've said this before. I know I'm boring. I say it, but I've said it, but he pulls you in. He sucks you into his story, this guy. He sucks you in. And I don't want to leave. Like,
It's late as hell right now. I know I have to go to sleep, and I know I have to go to work tomorrow. I want to watch the rest of this right now. I really do. That's what he makes. That's the videos he does. That's what he does. That's what he does to you. He just come over here. He does that Mortal Kombat shit. Get over here. Finish him. Anyway, excellent. All right, so perfect timing. As a matter of fact, I think the Patreon told me it's a 2-part video, so it's perfect. You stop right in the middle, and then you continue whenever you want. And you know what? I'm going to continue tomorrow. That's what I'm going to continue. All right, so there we go. As a matter of fact, don't even worry about it. You know what? I'm not going to make this a part 1, part 2. It's going to be just one full video. So I'm just going to, I could just do a little magic trick and come back with another shirt. In the blink of an eye. It'll be amazing. But that's it, folks. And then, we'll continue tomorrow. But for you, you're just going to enjoy it on one video. All right? There you have it. I don't even have to say peace out, good night, bonsoir, bada push. I don't have to say none of that shit. You know why? Because I'm not really leaving. Not in theory. Hola. I have magically changed clothes. All right, let's go. Let's continue this. Yes, hope's about to see the demise. Your time has come and your season's arise. Close enough to hear every heartbeat on the rise. I'm the reason that you even deny. It's an amazing story. The true definition of raw repeats my middle name and I'm looking for a reason to brawl. If you see me doing this and you're like, I don't hear any music, it's because it was copyrighted. You wanna know what it's like to not be the default. The step in my shoes and walk past these heathens and all. My grind focused on nothing but making you pay. You wanna Et à la seconde où tu sais que c'est toi le plus fort de tous les réguliers de la salle, quelle est la première chose que tu te demandes? La première chose que tu te demandes est, est-ce que dans l'autre salle à 15 minutes en vélo à 3 quartiers de ça dans la ville, il n'y a pas quelqu'un de plus fort que moi? So you start traveling to different arcades. Alors tu commences à faire le tour de la ville, tu fais passer le message, et puis tu t'arranges avec le propriétaire de ta salle d'arcade locale, et tu lui dis, écoute, vendredi, réserve-nous la salle, et il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Oh my God. Et peut-être que ça fait tellement de bruit que la fois d'après, il y a des gens de toute la région qui veulent venir. Et ta salle d'arcade, elle est juste plus assez grande. Et à ce moment-là, la seule chose que tu peux faire, c'est tu fais payer un ticket d'entrée à tout le monde, et avec l'argent récolté, tu loues un hangar. Wow. Évidemment, tu fais tout ça avec l'ambition de créer un tournoi légendaire dans lequel des trucs légendaires ont des chances d'arriver, tu vois. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ton tournoi il est tellement prestigieux qu'il y a des gens qui viennent de l'autre côté de l'océan pour participer. C'est peut-être qu'un jour, t'as un candidat qui vient du Japon et les rumeurs sont arrivées. Oh, look at that joystick. Oh my God. Excuse me. Avant lui et il paraît qu'absolument personne le prend au Japon. Il paraît même qu'au Japon on l'appelle la bête. Et peut-être que la bête commence à massacrer tous les Américains jusqu'à ce qu'elle tombe sur Justin Wong, qui est le plus grand Américain à avoir jamais touché au jeu. Et contre But notice his last name. He's an American, but he wasn't born with no video game talent. Look, I don't care if I sound racist. I'm sorry, the Asians whoop ass at games. They just do. I don't care what nobody says. I see them on Clash Royale, and they whoop ass every time. As soon as you see the writing, you're like, oh no, I gotta fight this Chinese guy. You're gonna get your ass whooped every time. I don't know. They're just better. They're just better at games. I don't know. Yeah, he was born in, he's American. He's American. But let's see. Let's. Et peut-être que la bête commence à massacrer tous les Américains jusqu'à ce qu'elle tombe sur Justin Wong. Justin Wong. You could say he's American, but we all know why he's so damn good. It's not because he's an American. I'll tell you that right now. Qui est le plus grand Américain à avoir jamais touché au jeu. Et contre Justin, là elle galère, là elle saigne un peu, elle se retrouve à 1 point de vie.
Et pour être sûr de la finir, Justin lance une super attaque qui n'est pas esquivable et qui n'est pas bloquable non plus quand tu as un point de vie parce qu'elle fait quelques dégâts à travers la garde. Maintenant, dans ce jeu, tu peux faire un bloc parfait qui ne te cause aucun dégât si tu bloques dans le 10e de seconde où on te frappe. C'est super dur à faire sur un coup. Seconde. Et la super attaque que Justin vient d'envoyer, Gets il y a blocked. 15 coups dedans. Holy shit. C'est incroyable. Unbelievable. Unbelievable. Wow. Oh, Perry. Here's Romo with the combo and win. Evolution 2004. It's madness. It's unadulterated madness. He blocked 15 kicks in a row. C'est fou. C'est fou. C'est comme ça, avec des petits événements locaux qui ont grandi à l'infini, qu'est née la plus ancienne et la plus vénérable de toutes les communautés e-sport, la FGC. FGC was born, fighting game community. Prepare for the battle, prepare for the war, prepare for the real Street Fighter blood war. The third of the third, prepare to die for. Your life's on the line, so I'ma take yours. So who wanna blood dance with me? Get your body wrapped up, or even a street fantasy. Et ils sont lancés tellement tôt que ça n'avait encore germé dans l'esprit de personne que faire une ligue professionnelle, ça fait de la pub pour ton jeu. Donc quand ils se sont lancés, il n'y avait aucun monde où tu allais avoir un coup de main de l'éditeur. Mais d'un autre côté, tu n'as pas la concurrence de la ligue officielle non plus. Ça veut dire que si toi et tes potes, vous êtes bons en organisation, ton petit event de quartier, ça peut devenir le plus grand rendez-vous du monde. Street Fighter 3 like the scar on my arm. I'll make your first move, Second so what's seven. it gonna be? You're trapped in the new world of Street Fighter 3. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in the new world of Street Fighter 3. Make your COVID, first COVID, move, so what's COVID. it gonna be? You're trapped in the new world of Street Fighter 3. The third chapter, so what's it gonna be? You're trapped in the new world of Street Fighter 3. Yo, rock what you got. Maintenant, si tu n'es pas la ligue officielle, comment tu fais pour convaincre tout le monde de venir à ton tournoi en Californie si par exemple le même week-end il y a un tournoi au Texas ? Eh bah, tu mets de la personnalité dedans, tu fais ressortir ta région, tu mets des règles spéciales, tu rends ton tournoi unique. Et c'est pour ça que le plus gros tournoi de près de Chicago, par exemple, il a une ambiance de festival de musique, avec plein d'events à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur plusieurs scènes différentes et des trophées en forme de disque d'or. C'est pour ça que le tournoi de Las Vegas Combo joue breaker. le côté de la démesure et de la grandeur dans le plus pur style Las Vegas. Et c'est pour ça que le CEO, qui est en Floride, se passe sur un ring. Et si tu es dans le top 8, tu peux choisir ton entrée et sur quelle musique tu fais ton entrée. Oui, cette scène est tellement vieille que 20 ans après, quand le format classique de l'e-sport avec des ligues et des studios et des éditeurs est apparu, bah tous leurs tournois les plus importants étaient déjà en place depuis longtemps. Et donc aujourd'hui encore, les plus gros rendez-vous de l'année sont des trucs qui sont faits par des joueurs, pour des joueurs. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont ce côté incroyablement familial. Make your first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world of Street Fighter 3. Fight for the future, so what's it gonna be? The third strike, y'all, it's Street Fighter 3. Make your first move, so what's it gonna be? You're trapped in a new world of Street Fighter 3. Fight for the future, so what's it gonna be? The third strike, y'all, it's Street Fighter 3. Everybody seems to be getting along too. It's one big happy family. L'autre raison pour laquelle l'ambiance fait très informelle, c'est que c'est un environnement qui a jamais eu beaucoup de thunes. Les sponsors se concentrent davantage sur les scènes où le public a beaucoup d'argent et où ils vont pouvoir faire de la vente. Par exemple, League of Legends est un jeu de bourgeois. Tu voulais jouer à League of Legends dès la saison 1, fallait avoir en 2009 chez toi un ordi capable de faire tourner des jeux vidéo. Ce n'était pas tout le monde, ce n'était vraiment pas tout le monde. Genre beaucoup plus abordable d'avoir une play avec FIFA. Et donc, il y a toujours eu plus de sponsors et plus de thunes dans la scène LoL que dans la scène FIFA. De la même façon, qui joue à Street Fighter ? En grande partie les gens qui continuent d'aller dans les salles d'arcade après les années 90. Et qui fait ça ? Les gens qui n'ont même pas la play chez eux. Il n'y a pas que des gens fauchés qui jouent aux jeux de combat, mais il y a beaucoup de gens fauchés qui jouent aux jeux de combat. Et ça n'a jamais fait rêver les sponsors. La scène a toujours été bien pauvre. Il y a même une phrase pour ça, FGC is poverty. Le seul point positif qui émane de tout ça, c'est que ça a participé à créer une scène qui est moins sage. Les joueurs pros vont plus se permettre de faire des dingueries sur scène s'il n'y a pas un sponsor à 14 milliards de dollars qui surveille tout ce qu'ils disent. That's true. You could be yourself. You don't have to be a fake ass sponsor. I totally agree. You know how all the sponsors they become fake. You become you. It's like I don't know.
you can't be you. You can't be you because now somebody owns your ass, and you need to act a certain way and say certain things that won't offend, that won't do this and won't do that because I'm sponsoring you. Yeah. So you know what? Good. Now they can do anything they want. Good for you. J'ai une histoire sur ça d'ailleurs. Good for you. Est-ce que vous connaissez Filipino Champ? Filipino Champ est un joueur de Marvel vs Capcom. Il est hors du commun. Il est trop fort. Il est incroyable. Il a aussi une grande gueule. Il n'a pas la personnalité la plus facile à gérer, ça se voit. Il a un sourire de méchant, il a des lunettes de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas simple. Kane Blue River est quelqu'un qui débarque quelques années plus tard sur la scène, et Kane Blue River est tout le contraire. Il est gentil, il parle pas, il est poli, il est adorable, il n'y a vraiment aucune galère. Et Kane domine sur la fin. Il domine dans les années 2015-2016. Ça ne plaît pas du tout à Filipino Champ. Filipino Champ considère qu'il est toujours le meilleur joueur de Marvel vs Capcom. Et pendant plusieurs semaines, il fait de la provoque et il demande un match à Kane Blue River, qui finit par accepter un match d'exhibition la veille d'un gros tournoi. You know who we're rooting for already, right? Of course. Of course. Oh, yeah. That's a douchebag right there. Straight up douchebag. Ça Disrespect. Propose une poignée de main, début de partie normal, refusé. Et le premier round a lieu et Filipino Champ gagne et regarde droit à Kane dans les yeux et il lui hurle qu'il est free. He is staring. Neo, he is staring at him. Oh my gosh, he is staring. Neo, he Oh is my laughing. God. He is shaking his head. He is a very disrespectful individual. Oh my God, he is talking to him. He is talking to He him. told him that he's free, folks. Neo. Le deuxième round se passe pareil. Et puis le troisième round se passe pareil. Et là, il lui demande s'il veut abandonner. Et il lui dit que s'il veut partir, il comprend et qu'il n'y a pas de souci. He's asking him if he wants to continue to play. Et là, il attrape le micro. Just ask the This crowd. is my game. Oh, he told KBR, this is my game. Oh my goodness, Listen. folks. Pourquoi c'est un massacre comme ça alors que c'est un match entre deux ex numéro 1 mondiaux? Eh ben, Kane est super désavantagé parce que Marvel vs Capcom est un jeu d'équipe. Tu joues pas un perso, tu joues une équipe de 3 et tu peux passer de l'un à l'autre quand tu veux pendant le match et ton adversaire doit KO tes 3 persos pour gagner le round. Et comme tu joues une équipe, ça veut dire que tu peux choisir des personnages qui ont des synergies entre eux. Or, Filipino Champ joue une composition inhumainement forte dans laquelle il y a Phoenix. Phoenix est un perso qui est pas très fort, mais Phoenix, si elle meurt alors que tu as 5 barres de super, elle devient Dark Phoenix et c'est la fin des temps. Le perso est fort comme 18 persos. Regardez ça. Sentinel rentre dans le match, il a toute sa vie. Vous êtes prêts? Ça va aller vite. Oh my God, That was fair, right? God damn. That was fair. This hurt. À partir du moment où tu l'as entre les mains, c'est fini. Et Filipino Champ, il fait quoi? Avec elle, il met Dr Doom et Magneto, qui sont deux persos qui bougent vite, qui volent, qui tapent de loin et qui sont très 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 bons pour rester longtemps en vie. Et donc, il y a toujours le temps de remplir 5 barres de super. Vous voyez le piège? Avec cette compo, non seulement tu dois attraper deux persos qui sont inattrapables, mais tu dois le faire en 2 minutes, sinon le truc le plus terrifiant du jeu se déclenche. Et c'est terrible, mais c'est vraiment pas de bol. Mais Kane, son équipe signature, c'est que des persos qui sont très gros et très lents et incapables d'attraper quoi que ce soit. Il joue des trucs comme Hulk et Sentinel, qui sont des persos spectaculaires, hein, parce que s'ils t'attrapent, ils te cassent en deux. Mais il galère à attraper quoi que ce soit. Et donc, l'équipe de Filipino Champ hard counter celle de Kane. Et cette rencontre, c'est au premier qui gagne 15 matchs. Et à 6-0, Filipino 6-0. Champ met le 7e match en pause et se lève. Et il s'adresse au public et il dit « Je sais que j'ai pas le droit de mettre en pause en plein match. Je sais que ça veut dire que je perds automatiquement celui-là, mais vous savez quoi? Il a tellement de mal. Il fait tellement de peine. Par charité, j'ai envie de lui laisser un point. » Le public hurle, le chat Twitch hurle, les commentateurs sont pas contents. This is why I do not root for this gentleman to win. He is a very disrespectful individual. I do not like him at all. I do not like the way his head is shaped. I do not like anything about F-Champ right now at all. I do not like him. Tout le monde Nobody likes him.
Je veux le voir perdre, mais c'est très dur, parce qu'il est très très fort. Kane va essayer quelques autres configurations, avec lesquelles il va commencer à avoir un petit peu de succès. À un moment, il prend un round. Yeah! Yeah! Oh my god! Yeah! Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, oh man. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de conte de fées, il est jamais vraiment revenu, et à la fin, F-Champ atteint les 15 victoires et il gagne le match d'exhibition. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça, Damn, man. You did all that? I was expecting him to come back and whoop his ass. And unfortunately, that didn't work out too well. est pourquoi il y avait un match d'exhibition? À l'occasion de quoi? À l'occasion d'un vrai gros tournoi qui commençait le lendemain. Do you think that our friend, who's very quiet, just baited his ass? That would be fantastic. Devinez qui a retrouvé qui en grande finale. Ooh, let me prepare myself. Let me prepare myself. If any of you guys saw the disrespect last night, I know you know Kane the River wants nothing more than to eat Ryan's heart. The Hulk again. Et vous allez me dire, oui, mais il l'a massacré hier. Pourquoi il va pas le remassacrer aujourd'hui? Ok. Est-ce que vous vous souvenez la veille, quand il n'y arrivait pas, quand il se faisait massacrer, Kane il a changé d'équipe plusieurs fois. Il a essayé sa team avec les gros, avec Hulk, et puis il a essayé une autre team, et puis il a essayé une autre team. Philippe Innochamp, il a jamais changé. Philippe Innochamp, il joue Doctor Doom, Magneto, Phoenix et rien d'autre. Kane a joué 24 matchs la veille contre exactement la même équipe. Avec les mêmes persos, avec les mêmes moves. Et vous savez ce qu'il est en train de penser à ce moment-là? Kane Blue River, il est en mode frérot. Dans ce style de jeu où le plus important c'est de comprendre l'adversaire, de le télécharger, d'avoir ses habitudes dans la tête, tu m'as donné 25 rounds d'entraînement contre ta team la veille du tournoi. This is awesome. C'est dommage pour toi. Dude, I love Great Review, man. The way he talks. Parce que maintenant je sais à quel timing tu bloques quand t'es dans les airs. Et donc je sais quand t'attraper. Get in here! Et je sais quand t'as tendance à passer d'un perso à l'autre. Et donc je sais quand charger pour les attraper les deux en même temps. Party time! Excellent! Smack! Give me some more! Et quand les gens se sont rendus compte que depuis la veille, Kane était devenu capable de trouver des ouvertures dans la défense de F-Champ, le public, les commentateurs, tout le monde s'y est mis. Must have lost their This mind. is justice! This is justice! These 79 hits. 79 hits. meteors in air! 114 hits. Ooh! Hit him with this unblockable right here. Hit him with the non-blockable. I want to see his face. Ryan's out of there. Can he come back? Hell no. Come on, where's Filippo? I want to see Filipino. Where is he? Where's the Filipino champ? He sucks. I want to see Évidemment, him. F-Champ s'est pas laissé faire, hein. C'est un monstre et il a pris des matchs. Et en parfait scénario de match de revanche, à la fin, ils étaient parfaitement à égalité et c'était le vainqueur du dernier match l'emporte. Oh, Raw, you gotta be kidding me. Et au début de ce dernier match, F-Champ s'est envolé, comme il le fait souvent avec Magneto, et il a pris exactement la trajectoire prévue par Kane. Oh, you missed your flight. Woo! Woo! Goodness. Oh my goodness. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Is this justice? Oh. No, not like this. Not like this. Not like this. You can do this. You can do this. You can block it. You can block it. Oh, no! Try again. We're getting meter. We're getting meter. We're getting meter. Meter. Party. Party. Okay, we're level 5. We got 5. Yeah, no respect. Okay, let's go. Don't turn out the food. Don't burn it. Turn out the food. That was an accident. No. Oh, he's dead. Oh my God.
Oh, why'd you shake his hand? Why did you shake his hand, bro? I know you guys are going to say, because he's the better person. No, you don't shake his hand. I would have looked at his ass. What happened? That's all I would have done. What happened? No. Keep looking at me. What happened? What did I just do to you? Damn! Shook his hand like. Kane will rip. Wow. You ain't shit. Yeah, that's right. Everybody rush the stage. That is some justice. That was beautiful. Oh my God, that was beautiful. Wow. After all of that. No, he don't even look like he's energized. He's just like, that's right, I won. I beat him. Wow, he's not even like, dude, I'd be losing my shit. Then I would have looked at this guy behind me, and I would have looked at his hat, and I would have lost my shit all over again. I'd be like, what? Oh! And I would have lost my shit. But this guy's so cool and collective. Oh my And Yikes God. is beside him. Ryan, no. Damn, bro. Damn. This is another L for West This Coast. is justice. That was beautiful. That was absolutely beautiful. Beautiful. Wow. Et oui, Filipino Champ n'a pas été très gentil, mais aussi, s'il n'avait pas pris sur lui de jouer le méchant, tout le monde se serait 10 fois moins amusé ce week-end-là. Et personne ne se souviendrait de ce match. That's true. That is true. Les méchants, c'est trop bien. Ça crée The assholes are necessary. des histoires, ok. La WWE, le catch, qui est peut-être l'entreprise qui fait du storytelling à la télé depuis le plus longtemps, ils écrivent volontairement des méchants dans leurs arcs parce que ça fait des histoires. Ils appellent ça des heels d'ailleurs. Quand t'es un méchant au catch, ça s'appelle un heel. Et le public a compris d'ailleurs pendant le match. Le chat Twitch dire Filipino Champ est un heel. Mais F-Champ, est-ce qu'il se serait permis de parler comme ça dans une scène où il y a beaucoup d'argent et où tu risques de perdre une fortune en sponsor dès que t'es pas parfait? Ces derniers temps, ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de sponsors, il y a de plus en plus d'argent dans la scène et les meilleurs joueurs gagnent de mieux en mieux leur vie. C'est incroyablement bien. Sauf que du coup, ces dernières années, tout le monde est beaucoup plus calme. Et c'est un sujet qui est vachement clivant au sein de la FGC parce que tu peux pas, si tu dis que tu regrettes l'époque où tout le monde se trash talkait, ça revient un peu à dire que tu regrettes l'époque où le meilleur joueur repartait avec une manette de PS4. Je pense que la solution, c'est que les sponsors comprennent que ça fait le sel de la scène, que ça fait le spectacle et que c'est incroyable et qu'ils acceptent des joueurs qui trash talk et qui sont des fois méchants. Quand John Cena est devenu un heel récemment, il n'a pas arrêté d'être payé. Il a probablement même été payé plus qu'il ne l'a jamais été. Mais c'est parce que le catch fait ça depuis longtemps avec des sponsors super intelligents qui captent que les méchants ça crée des histoires. Et que les histoires ça rend le public heureux et que le public heureux dépense de la thune. Bref, le fait est que en partie grâce à l'ambiance héritée des salles d'arcade et en partie parce qu'il n'y avait pas une thune, ces 30 dernières années, les joueurs de jeux de combat ont été 1000 fois plus drôles à suivre que les joueurs de n'importe quel autre jeu. There's gonna come a point when you forget about what happened, and you're gonna want to come back at me, and you're gonna want to wash the taste of my dick out of your mouth. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Should have never shook his hand, though.
GG. 5 yard. Oh my! Double yellow card. Internet. He's taking it. Whoa. He's He's not- gonna. he is not Look removing at him the shirt. laughing. Oh my! Probably whooped his ass too. Probably destroyed him. Stick out of your hand. Don't ever hold one of these again in front of me. Be a pad player, he said. Because you don't deserve to hold these. Il y a tellement d'histoires comme celle de F-Champ et Kane Blue River. Ah, pas forcément des histoires où quelqu'un est méchant avec quelqu'un d'autre, juste des histoires trop cool à raconter. Juste des bons arcs, il y en a plus dans les jeux de combat. Je sais pas pourquoi il y en a plus dans les jeux de combat, j'en ai vu tellement ces dernières années. J'ai vu des trucs que vous ne croiriez pas. J'ai vu, ok, vous voyez comment le temps de réaction humain, c'est à peu près 200 millisecondes. Genre, l'écran s'allume et tu dois immédiatement appuyer sur un bouton, en moyenne, 200 millisecondes. S'il faut prendre une décision avec, genre, pas appuyer sur le même bouton selon la couleur ou pas prendre la même posture défensive selon l'attaque qui t'arrive dessus, soudain ça double. Ça va vers 350-400 millisecondes. J'ai vu ce gosse sortir le personnage le plus nul du jeu et remporter un des plus gros tournois de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il réagissait 2 fois plus vite que n'importe qui d'autre. Parce qu'il prenait des attaques qui sortaient en 200 millisecondes et il réagissait parfaitement à chaque fois. Et j'ai vu son adversaire, qui était un des plus grands joueurs du monde, commencer à paniquer en se disant « Oh merde, la personne en face de moi est en train de faire des trucs surhumains. » Avec des réflexes comme ça, il aurait pu conduire un avion de chasse ou conduire une Formule 1 et il a décidé d'utiliser ses talents pour jouer Panda sur la scène internationale. Oh my God. J'ai vu un joueur de Smash, un grand joueur de Smash, qui s'est rendu compte en plein milieu d'un tournoi que pour la première fois depuis des années, il allait gagner à nouveau. Et il n'a pas supporté les émotions et il s'est mis à pleurer, alors que le match n'était pas fini du tout. Et mettez-vous à la place de son adversaire 2 secondes. Il est en grande finale, il est en train de tout donner, et ton adversaire est en train de tellement te malaxer qu'il pleure de joie. En avance. Ça, c'est fou! J'ai vu Wawa de chez BMS, la plus grande structure e-sport française, promettre à un gosse en plein tournoi qu'il allait plus perdre jusqu'à la fin du tournoi. Et il a tenu sa promesse à cet enfant random, et non seulement il l'a tenu pour le tournoi, mais il l'a tenu jusqu'à la fin de sa carrière. Il a plus perdu jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite de ce jeu, à partir du moment où il a fait cette promesse à un gamin random dans le public. Et pour tenir cette promesse, il a fallu à un moment qu'il joue contre Sonic Fox, un des plus grands joueurs de tous les temps, le genre de personne dans la défense, il n'y a pas de trou dedans. Il n'y a pas de trou dedans. Et si tu veux trouver l'ouverture, tu vas devoir faire des folies. Et regardez ce coup qui ne connecte pas, c'est fait exprès. Parce qu'après avoir passé des dizaines d'heures à s'entraîner, il s'est rendu compte que cette attaque bien particulière, si tu la fais sur les persos de petite taille, elle rate. Ça veut dire que pendant 0,5 secondes, Sonic Fox se dit « C'est bizarre, j'attends un coup qui n'arrive pas. » Et grâce à ça, il est en retard d'une fraction de seconde sur le prochain bloc. Il fallait faire ce genre de dinguerie pour le perturber assez pour trouver l'ouverture.
crazy that we are. This is people playing video games. They said danger, I was anxious. Now I just believe. Oh my God. Incroyable. Incroyable. These people know how to play. Mais du coup, si c'est aussi bien, pourquoi c'est pas plus joué? Et on retombe sur la grande question, pourquoi c'est pas plus joué? Et vous savez, quand on demande à la communauté des jeux de combat, ils ne savent pas non plus. Hein. Ça se voit que ça les perturbe, ça se voit que ça les interroge. La FGC, ils sont en mode frère, nos jeux ils sont trop bien. Nos jeux ils sont tellement bien, tellement fun, tellement incroyables. Pourquoi on n'est pas plus mainstream? Ouais. Et souvent, la raison qui est avancée, c'est les jeux sont trop durs, ils sont trop frustrants, tu te fais trop casser la gueule. Au début, ce n'est pas ça la raison. Je vous jure que ce n'est pas ça la raison. Pour t'amuser sur un jeu de combat, même si tu es le pire joueur du monde, hein, tu as besoin d'une seule chose. Un adversaire de ton niveau. C'est tout. Tu peux être horrible. Du moment que le mec en face est aussi horrible que toi, ça va être fun. Quand j'ai commencé Tekken, j'ai commencé sur Tekken 7 et je jouais Kazuya. Et je suis tombé en ranked contre un mec qui était un petit peu meilleur que moi. Un petit peu meilleur, il était en train de gagner. Pas de grand chose, mais vraiment il était en train de me casser la gueule. Et au milieu du match, alors que j'étais en train de bloquer à gauche et à droite, je me suis souvenu d'un move que j'avais vu qu'une seconde en mode entraînement. Un truc stupide. Un truc qui met 8 ans à partir et où ton personnage tourne 2 fois sur lui-même avant de mettre un énorme uppercut. Et alors que j'étais en train de me faire casser la gueule et que je n'avais pas d'autre espoir, j'ai revu la combinaison dans ma tête, j'ai lancé le move. Et il savait pas comment le bloquer, il se l'est pris dans la tête. Et j'ai gagné le match sur ça. Et 5 minutes après, j'ai raconté ça à un pote qui jouait beaucoup plus que moi à Tekken et qui m'a dit mais frère, personne prend cette attaque. Personne. N'importe qui a 20 secondes sur Tekken sait qu'il faut juste faire un pas de côté. Et tu l'esquives. Sauf que le mec en face, c'était un nulos comme moi. Et du coup, il l'a pris. Et du coup, c'était incroyable. Et la seule chose que je voulais après ce match, c'était retourner en mode entraînement, apprendre d'autres techniques et réessayer. Et ça m'a donné la motivation pour jouer longtemps à Tekken. Et il n'en fallait pas plus. Il te faut juste un adversaire de ton niveau. Et c'est là qu'est le problème. Pas grand monde vit près d'une salle d'arcade. Pas grand monde a le réflexe d'aller dans une salle d'arcade. Comment tu fais pour avoir régulièrement des adversaires de ton niveau? Internet. Le seul truc qui peut te fournir assez de gens pour qu'il y ait toujours quelqu'un de ton niveau, c'est Internet. Ces gens ont eu Internet 30 ans après tout le monde. Je vous jure. Sur League of Legends, si quelqu'un lag, c'est pas très grave. Ça va pas ruiner la partie. Sur CS, pareil, quelqu'un lag, bon, relou, c'est pas grave. Mais ces jeux-là, tu es toujours à 1 mm de ton adversaire. Tout est ultra millimétré. Si la connexion n'est pas parfaite, c'est injouable. Vous savez ce qui se passe quand ton adversaire lag même légèrement sur un jeu de combat? Le jeu te ralentit pour que vous voyez tous les deux la même chose à la même microseconde. Ça veut dire que ton combo que tu as passé 40 ans à apprendre dans ton grenier, soudain tu dois le faire sur un rythme un peu différent. Imagine, t'as appris un morceau au piano et il est dur et t'en es très fier. Et à chaque fois qu'on te demande de le jouer, on te le demande sur un tempo légèrement différent. Et si tu te rates, quelqu'un rentre dans la pièce et te casse la gueule. C'est ça que ça fait de jouer à des jeux de combat en ligne. Vous savez quand on a commencé à avoir des connexions à peu près suffisantes pour jouer confortablement à des jeux de combat en ligne? 2018. C'était hier. Pourquoi c'est pas mainstream les jeux de combat? Parce que ça fait 30 ans qu'on a Internet pour les autres jeux et globalement 5 ans qu'on a Internet pour les jeux de combat. Et depuis ces 5 dernières années, le nombre de joueurs de jeux de combat implose et Street Fighter 6 fait des chiffres de fou. Et j'ai vraiment aucun doute que ce genre va continuer à devenir de plus en plus énorme maintenant qu'il y a une bonne connexion. Parce que c'est incroyable. Mortal Kombat. Et la FGC, leurs matchs seront toujours hors du commun à regarder. Parce que ça a été pensé pour être les jeux d'arcade ultimes. Parce que quand un match d'un jeu de combat se lance, tu sais que dans 50 secondes c'est terminé. Parce qu'il faut qu'un autre gosse remette une pièce dans la machine. Mais aussi tu sais qu'un milliard de trucs peuvent arriver. Rien dans la durée, tout dans la profondeur. Et tu sais aussi que tant qu'il reste un point de vie à quelqu'un, absolument tout est possible. Remember, 0.8 of a second. 0.008
0.08 of a second. Remember in the part 1 of this video? Well, for you is whatever. It's the same video, but in the beginning of this video, remember that? That people had to say, oh, wait a second. There's an opening at 0.08 seconds. I should be able to counterattack, or I should be able to get a punch in. Mais ça, c'est complètement fou. Oh my God! Complètement fou. It's gonna be big damage. It's gonna be big damage. It's gonna be okay. Oh, getting a heart attack. He's got full meter. He's gonna touch. Oh! Oh my God! Oh my God! Toute cette vidéo, j'ai voulu la faire pour dire que la FGC, c'est shonen. Vous voyez c'est quoi shonen? C'est cette mentalité que tu es le personnage principal et peu importe combien de trucs on t'envoie dans la gueule, à la fin tu gagnes. Je sais pas pourquoi les jeux de combat c'est shonen comme ça. C'est peut-être parce que ça se joue seul. T'as pas de coéquipier, t'as peut-être un club mais t'es toujours seul dans ta compète. Peut-être que c'est le gameplay du jeu qui fait ça, peut-être que c'est l'esprit de la FGC, je sais pas. Le fait est que c'est eux qui ont les meilleures histoires et ce n'est que des mecs qui triomphent à la dernière seconde contre le monde entier. Et c'est incroyable. Oh yeah, the feeling must be absolutely insane. The adrenaline. Ooh. He's angry now. Et tout ça est basé sur le design de une team pour un jeu. Parce que la FGC joue à des centaines de trucs. Mais elle passe relativement facilement de l'un à l'autre parce que c'est la même formule de base depuis 35 ans et on n'y a pas vraiment touché. Ce délire de toi et moi, duel, 1v1 vu de côté. On va faire un pierre-papier-ciseaux entre frapper, bloquer et saisir. Celui de nous deux qui comprend le premier comment pense l'autre va trouver l'ouverture et là on va voir si tu as dans les mains le combo que tu as entraîné pendant 3 ans dans ta chambre. Cette formule, elle est si addictive, elle est si incroyable. Tout le monde a voulu la faire à sa sauce. Aujourd'hui, il y a des jeux qui sont rapides, il y en a qui sont lents, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont faciles à prendre en main, il y en a il faut bac plus 48, il y en a dans un style animé, c'est ça que t'aimes, il y en a dans un style réaliste. Il y a des milliers de jeux de combat. Et ils ont tous un truc unique à offrir. Mais vraiment, ils sont tous Street Fighter 2. Ouais. Sauf un. Il y a 35 ans, au moment où tout le monde était en train de plagier Karaté Champ, il y a une boîte qui ont voulu faire les mecs spéciaux et uniques et qui ont fait ok, j'ai fait un jeu de combat, mais je pense qu'au lieu de se taper dessus jusqu'à ce qu'on soit KO, on devrait se taper dessus jusqu'à ce qu'on pousse l'adversaire en dehors de la carte. Et ça s'appelle Urban Champion. Et à ce moment-là, tout le monde a dit Nintendo, ton jeu il a l'air horrible, il a l'air nul, personne veut jouer à Urban Champion, laisse-nous tranquille. Et Nintendo a fait ok, vous allez voir si personne voudra jamais jouer à mes jeux où on pousse les gens dans le vide. 40 ans plus tard, on a Smash et c'est un jeu absolument incroyable, mais c'est fondamentalement différent de Street Fighter 2. Il n'y a pas les mêmes fondamentaux, il n'y a pas le même gameplay de base. Et à cause de ça, eh ben, il est boudé par la FGC. Il y a plein That dude's, what is he playing a Minecraft, dude? de gens dans la FGC qui considèrent que c'est pas un vrai jeu de combat et il y a plein de tournois où il n'y a pas Smash alors que c'est un jeu phénoménal. Moi j'aime bien Trash Talk Smash, la vérité c'est un jeu phénoménal et surtout une fois que tu as affaibli ton adversaire tu ne peux terminer le combat qu'avec certains coups et c'est des coups qui sont difficiles à mettre, ils sont généralement plus lents que les autres et tu peux mettre un moment à réussir à caler ton Smash justement, ce qui fait que en termes de rythme c'est hors du commun. Vous voyez, une partie de League of Legends, c'est globalement on s'ennuie et des fois il se passe un truc. Ok, dans un jeu de combat, c'est beaucoup plus souvent intense parce que tous les rounds sont courts et intenses. Ok, Smash monte la tension à son niveau maximum, le moment où tu sais que quelqu'un peut sauter sur un Smash, et étire le moment le plus incroyable sur la durée. En termes de rythme, Smash est possiblement le jeu e-sport le plus incroyable de tous les temps. Mais c'est vous dire à quel point ces gens sont attachés à la formule de Nishitani, à quel point la formule Street Fighter 2 est phénoménale, qu'ils acceptent des centaines et des centaines de jeux qui font tous la formule Street Fighter 2 d'une façon un peu différente, mais Smash, soudain c'est pas cette formule et ça ne va pas. Condamné à être éternellement au coin pour le crime de ne pas avoir l'ADN de Street Fighter 2, c'est vachement dur, c'est vachement triste, mais aussi ça montre que la formule de Street Fighter 2 est hors du commun. I never once in my life played Super Smash Brothers. Okay. All right, Johan making it back to state safety. Oh, is he dead?
No, not yet, not yet. Going for the heavy character. How is he gonna make it back? He doesn't have it. Okay. What's the edge going? Back on stage, back on stage. Oh, he's dead. He's no. Oh, missing. Wait, it's That so shit is spaghetti about right to now. break, dude. That shit is about to break. He's back end. Oh, barely dodges the fair. But Oh, jumping. he's dead, he's dead. Fair. Left throw. Not Still yet not dead. Okay. Fucking regrets makes it back to ledge. He parries, but he misses the punish. We're going to a game Holy flag shit. situation. Never play a game like that. That's insane reflex. Kane versus regrets. That was such a good game. Wow. Wow. Ok. Vous voulez une dernière histoire pour finir? J'ai une dernière histoire. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la plus connue de toute la FGC. That means I won't know it. Je trouve qu'elle est bien parce qu'elle permet d'illustrer un dernier truc de la FGC qui est qu'on accepte tout le monde. La règle dans une salle d'arcade, c'est si tu viens et que tu as ta pièce, on te laisse jouer. Tu devras peut-être attendre ton tour, tu devras probablement poser ta pièce sur la machine derrière les autres pour dire que t'es dans la file d'attente pour jouer, mais on te laissera jouer. Si personne te connaît, on te laissera jouer. Si on sait que t'es nul, on te laissera jouer. T'as le droit à ton match. Et donc, même les plus gros et les plus prestigieux tournois sont en entrée libre. Si toi demain t'aimes le foot, on te laissera pas participer à la Coupe du Monde. Faut que tu sois pris dans une équipe, faut que tu passes des sélections, nanani nanana. Dans la FGC, on te laisse participer à la Coupe du Monde. Tu viens avec ton stick, tu joues. Ça tombe extrêmement bien parce que ça permet des fois de découvrir de nouveaux joueurs qui sont extrêmement bons, ils débarquent au tournoi, personne ne savait qu'ils étaient phénoménaux, ils terminent 5e sur 2000, ça permet de découvrir des talents, c'est très excitant, tu vas à un tournoi et il se peut qu'il y ait quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler qui fasse une perf de fou, c'est peut-être la révélation de quelqu'un. Dans d'extrêmement rares cas, c'est la révélation d'un pays. Genre, je sais pas quel sport vous suivez, mais normalement dans le sport que vous suivez, vous savez qu'il y a des nations qui sont super bonnes à ce sport, il y a des nations qui sont horribles et qui performent jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un pays soit incroyable à votre sport préféré et personne ne le savait parce que les gens de ce pays ne voyageaient pas aux compétitions internationales. Et donc c'était un secret que cette nation était incroyable à ce sport. Et ben je connais une discipline où c'est my arrivé. man right there. Parce que dans les années 90, quand Street Fighter a commencé à super bien marcher, Capcom n'arrivait pas à faire des bornes d'arcade assez vite pour tout le monde. Et donc leurs bornes, elles étaient super chères parce qu'il y avait énormément de demandes. Et donc il y a des pays où il y avait moins d'argent, où on s'est mis à acheter autre chose que Street Fighter. On s'est mis à acheter des licences concurrentes parce qu'elles étaient moins connues et donc moins chères. Et ça a façonné la culture de tout un tas d'endroits d'ailleurs. Au Mexique, il y a des joueurs de King of Fighters qui sont terrifiants. Genre vraiment certains des meilleurs joueurs de King of Fighters au monde sont mexicains. Parce que pendant très longtemps là-bas, c'était plus abordable de trouver une borne de King of Fighters qu'une borne de Street Fighter. De la même façon, il y a énormément de bornes de Tekken, le jeu de combat 3D où tu peux faire des esquives sur le côté, qui sont arrivés Is that au Negan? Pakistan. What? Et au Pakistan, si tu étais un jeune geek au début des années 2000, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. L'accès de la population à internet était pas bon. Importer des consoles de salon type Nintendo était relou et cher. Et donc ces bornes de Tekken sont très vite devenues incroyablement populaires. En quelques années, tous les quartiers de toutes les villes au Pakistan avaient des salles d'arcade où ça jouait à Tekken 15 heures par jour. Oh my god. Un pays qui a une culture de salle d'arcade produit Yes. des joueurs terrifiants. C'est juste le fait d'aller sur place pour s'entraîner à un jeu te rend meilleur que les gens qui jouent en ligne. Ça, c'est la même chose sur League of Legends, hein. C'est pas un hasard si l'Asie qui a une culture de cybercafé démolit l'Europe qui a une culture de online. Le fait d'être sur place, le fait d'avoir des gens qui te regardent et le fait de payer à la partie ou à l'heure, donc tu dois tout donner à chaque match parce que c'est ton argent qui est en jeu, ça change absolument tout. Les endroits qui ont une culture d'arcade et de cybercafé démoliront toujours les endroits où la culture c'est de jouer confortablement de chez soi. Et donc très rapidement, l'écosystème pakistanais commence à créer des joueurs qui sont monstrueux. Mais le passeport pakistanais est l'un des pires au monde. Non seulement il permet d'aller nulle part sans visa, mais en plus ce visa est généralement refusé à moins de pouvoir justifier une raison extrêmement sérieuse pour laquelle tu voyages. Ce que tu n'as pas globalement quand tu veux juste jouer à Tekken.
Et donc personne dans la commu peut voyager et cette situation pas très sérieuse dure extrêmement longtemps parce qu'il joue à genre 4 ou 5 itérations différentes de Tekken. Pendant presque 20 ans, il regarde les grosses compétitions internationales à la télé, il regarde les Américains et les Coréens se mettre dessus. Pendant 20 ans, ils sont parmi les meilleurs au monde et personne ne le sait. Enfin, en vrai, quelques personnes le savaient. Enfin, c'est plus qu'ils s'en doutaient. C'était une sorte de secret très bien gardé, / secret tellement secret que c'en était plus une rumeur. Genre, par exemple, un jour, vers 2013-2014, il y a Spag, qui est un commentateur de Tekken britannique, dont la famille est originaire du Pakistan, qui accueille un cousin chez lui pour les vacances. Et ensemble, ils vont à un tournoi local. Et son cousin lui dit « Spag, tu ne te rends pas compte, il y a des mecs chez moi qui massacreraient tout le monde à ce tournoi. » Et à part Spag, personne ne l'a cru. Absolument personne. Ils lui ont dit, frérot, il y a quand même certains des meilleurs joueurs du monde qui ont fait le déplacement pour être là aujourd'hui. Et tu nous dis quoi? Tu nous dis que le pote qui vit près de chez toi à Lahore pourrait tous les prendre? C'est ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faudrait une seule chose pour faire changer tout le monde d'avis. Ce serait qu'un joueur pakistanais réussisse à faire une énorme perf. Si ça arrive un jour, ça tournera l'œil des sponsors vers le pays. Et il y aura des jeunes Pakistanais qui se feront scouter et ils auront de l'aide financière pour voyager et surtout ils auront de l'aide administrative pour essayer d'obtenir des visas juste pour pouvoir voyager. Il suffirait d'une énorme perf pour désenclaver le pays entier en fait. Intervient du coup dans notre histoire Arslan Ash, qui est un jeune homme de Lahore, qui est la deuxième ville du pays. Et c'est la terreur locale. C'est tout le monde, dans toutes les salles d'arcade de Lahore, c'est qui c'est. Généralement, c'est lui qui gagne les tournois locaux. Il est monstrueux, à Tekken, véritablement monstrueux. Et le soir, quand tout le monde se rassemble au cybercafé pour regarder les grosses compètes aux États-Unis ou en Corée, il regarde les meilleurs joueurs du monde et il se dit « Honnêtement, j'ai l'impression que je pourrais prendre ces gens. » Mais il est très conscient à ce moment-là que c'est impossible de gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo, et donc il a commencé des études pour être comptable. Et pourtant, un jour, un club le contacte. Ce qui est bizarre, parce que les clubs pakistanais n'existent pas, et les clubs coréens, japonais et occidentaux savent pas que les joueurs pakistanais existent. Il est contacté par un club d'un pays qui est dans une position très unique, c'est un endroit qui est riche, très intéressé par l'e-sport, beaucoup ouvert sur le monde, et en bon terme avec le Pakistan. C'est les Émirats Arabes Unis. Dubaï a entendu parler de lui. Dubaï, c'est facile de faire Dubaï-Karachi. Les deux pays sont pas très loin et donc des rumeurs sont arrivées jusqu'au club de Dubaï qui ont beaucoup d'argent. Et donc ils scoutent Arslan et pour faire un test, ils le font venir à Dubaï pour un tournoi avec un niveau plutôt relevé avec plein de très bons joueurs d'Asie. Et Arslan pulvérise tout le monde. Mais vraiment pulvérise tout le monde. Et à ce moment-là, le club émirati qui s'appelle Vislash dit bah tu vas nous rejoindre déjà et écoute, puisque dans la FGC n'importe quel tournoi est en accès libre, Arslan frérot, on va t'envoyer à l'Evo. Oh my L'Evo goodness. est le plus grand rendez-vous de l'année. Si tu joues à un jeu de combat, il n'y a rien de plus grand que d'être le champion de l'Evo. Ça se joue à Las Vegas, mais aussi au Japon. Tous les 6 mois, ça fait Las Vegas, Japon, Las Vegas, Japon. Et l'édition du Japon est sur le point d'arriver. Commence donc la quête quasi impossible de réussir à envoyer Arslan à Fukuoka pour jouer l'Evo Japan. Du coup, ils font une demande de visa. Et ils attendent, et à la fin, elle est rejetée. Et Vislash, en creusant un peu plus le problème, se rend compte que les ressortissants pakistanais sont flagués au Japon comme ayant un haut risque de rester au-delà de leur visa et de disparaître et de ne plus jamais quitter le pays. Et donc apparemment, ce qui rassure les autorités japonaises, c'est de leur donner la preuve que tu viens faire un événement dont on peut bien prouver qu'il existe. Ce qui veut dire que Arslan a besoin d'une invitation pour l'Evo Japan. Ce qui est extrêmement drôle parce que la magie du truc, c'est qu'il est en entrée libre. Donc l'Evo n'a jamais envoyé une invitation à personne de toute son histoire. Vous vous souvenez de Spag, le commentateur britannique de Tekken? Un beau jour, il reçoit un appel du Pakistan qui dit « Salut, tu me connais pas, mais je m'appelle Arslan. J'ai trouvé ton numéro grâce à des connaissances communes. Tu es un mec important dans la FGC et tu sais qu'il y a des bons joueurs au Pakistan. Tu es un des seuls à savoir. J'ai besoin que tu écrives aux organisateurs de l'Evo Japan et que tu arrives à les convaincre de m'envoyer une invitation. J'en ai besoin pour un visa. » Spag fait, il n'y a pas de souci, il appelle les organisateurs de l'Evo, leur explique le truc, et les organisateurs de l'Evo, pour la première fois de leur carrière, font une magnifique invitation et l'envoient au Pakistan. Arslan reçoit la lettre, la met dans son dossier, et fait une deuxième demande de visa. Et ils attendent.
Et ils attendent. Et honnêtement, ils attendent vraiment longtemps. Ils finissent par penser que ça a été rejeté simplement parce qu'il n'y a pas de réponse. Et à 2 jours du début du tournoi, on leur dit « Ah, ton visa a été accepté ». Et là, soudain, branle-bas de combat. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut encore être à l'heure? Comment est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on fait? Visla, je fais ok, on peut encore être à l'heure. Mais il n'y a aucun avion qui fait directement Pakistan-Japon. Donc on va te faire un itinéraire. Tu vas faire Pakistan-Thaïlande, Thaïlande-Fukuoka. Ok? Arslan débarque à l'aéroport, montre son billet et on lui dit où est ton papier spécial pour la Thaïlande? Un Pakistanais ne peut rester que 12 heures sur le sol thaïlandais s'il n'a pas une préautorisation et son escale, elle dure 21 heures. Holy Et il ne le shit. savait pas parce qu'il a eu son visa la veille et qu'ils ont tout réservé en catastrophe. Ils ne l'ont pas laissé monter dans l'avion. Donc il rappelle le club en catastrophe. Le club fait ok, nouvelle route, tout va bien. Tu vas faire Pakistan, Malaisie, Malaisie, Corée du Sud, Fukuoka. Il embarque. Il arrive en Malaisie. Au moment de prendre le deuxième avion, on lui dit où est ton visa pour la Corée? Et le club fait ok. Ça commence à être ultra chaud en termes de timing, mais si tu dors toute la nuit à l'aéroport en Malaisie, demain, il y a un dernier vol qui fait Malaisie-Tokyo. Tu seras pas dans la bonne ville. Tu devras encore choper un vol domestique qui fait Tokyo-Fukuoka et tu auras très peu de temps pour le faire. Mais si on y arrive, tu arriveras avec genre quelques heures d'avance This is the most insane story. pour le tournoi. C'est faisable. Arslan dort dans l'aéroport. Le lendemain matin, il se présente et la personne à la bande dit « Ok, tu veux aller au Japon, tu as bel et bien un visa pour le Japon, c'est top, mais la personne qui a validé ton visa dit que t'es censé passer par la Thaïlande. Et t'es en Malaisie là. Pourquoi je devrais te laisser passer alors que t'as changé ton itinéraire sans prévenir personne ?» Là, il fait juste de la peine au garde. Genre, il lui explique tout. Il lui explique que ça fait 2 jours qu'il est dans des aéroports, que c'est le rêve de sa vie d'y aller et qu'on l'a juste pas laissé aller en Thaïlande. Et incroyablement, ça marche. Le garde dit « Je capte, tu sais quoi? Va à Tokyo. » Il débarque à Tokyo. Il a ultra peu de temps pour attraper un avion pour Fukuoka, sauf qu'il est perdu dans l'aéroport. Il ne comprend aucun panneau, il ne comprend pas les instructions des gens qui essayent de l'aider, il tourne en rond dans Haneda, il est paumé. Au bout d'1 heure, il a toujours pas trouvé l'avion pour Fukuoka. Au bout de 2 heures, il a toujours pas trouvé l'avion pour Fukuoka. Au bout d'un moment, il craque, il s'assoit par terre, il appelle le club et il fait les chefs. Le tournoi est dans 3 heures. Je ne suis même pas dans la bonne ville. C'est foutu. Écoutez, je suis désolé, ça fait 3 jours que je dors pas, ça fait 3 jours que je mange pas non plus parce que personne prend les roupies pakistanais nulle part, je suis fatigué. On a essayé, mais c'est bon, prends-moi un billet pour rentrer chez moi. Et le club fait, c'est hors de question. Tu es dans le bon pays. Un vol Tokyo-Fukuoka, c'est 1h30. C'est faisable. Je vais te guider pas à pas dans cet aéroport. Je vais réserver ce billet pour toi sur internet. Je te jure que tu vas y arriver. Ils l'ont guidé pas à pas au téléphone dans l'aéroport. Ils l'ont fait monter dans l'avion pour Fukuoka. Et l'aéroport de Fukuoka est au milieu de la ville, par chance. Donc pas très loin du centre des congrès. Tu peux le faire en 1 heure à pied. Et donc il court. Il est arrivé à l'Evo Japan. À 5 minutes du début de son match. Get the fuck out of here. And he ran on foot? Mettez-vous à la place d'Arslan quand même. Yeah, okay, so now he's going to start in a tournament, not eating for 3 days, probably the worst sleep of his life. I mean, just feels like the ultimate piece of shit. Just feels horrible. Dirty, probably stinks, hasn't showered, feels like zero practice. And he's just going to start playing and then probably won the whole thing. That is a story. Quand il débarque, c'est sa première immense compète à l'international avec les meilleurs joueurs du monde et il n'a pas dormi pendant 3 jours quand il arrive. Il savait même pas s'il était là à l'heure pour son premier match, il savait pas s'ils avaient commencé sans lui et à côté de ça, il doit non seulement se soucier de ses résultats, mais il a sur les épaules le poids de tous les gens chez lui qui font la même chose et qui ont besoin qu'il gagne pour avoir un jour leur chance à l'international. Oh, la. Okay. C'est tellement dur, Tekken. Putain,
putain de merde. Même pour un jeu de combat, c'est tellement dur Tekken. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a des centaines de mouvements par personnage et des dizaines de personnages. C'est le fait de savoir que contre ce personnage, si tu attaques en faisant coup du tranchant de la main et pas sur la gauche, c'est une bonne idée. C'est une bonne façon d'attaquer parce que ça te fait bouger d'une façon qui te fait naturellement zigzaguer entre ses jabs. Et maintenant, il faut apprendre ça pour toutes les autres attaques de ce personnage, fois des dizaines de personnages. Et après, il faut le pratiquer pendant suffisamment d'années pour que tu puisses le faire en une fraction de seconde, parce que ça doit être passé du moment où c'est un truc que tu sais par cœur, au moment où c'est tellement maîtrisé que c'est du réflexe. Parce que si c'est plus lent que du réflexe, ce sera pas applicable en match. Vous voyez la folie. Et Arslan, il choisit toujours juste. Il choisit toujours juste. Alors certes, il a de super bons réflexes, certes, il est vite capable de comprendre son adversaire, mais surtout, il a les dizaines de milliers d'heures dans les salles d'arcade de Lahore. Il y a dans sa façon de jouer une quantité de travail. On a l'impression qu'il a vu et étudié spécifiquement chacune des 14 milliards de situations qui est possible dans ce jeu. Regardez cette micro-flexion de genou qu'il fait après un enchaînement. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, ce serait optimal pour son adversaire avec ce personnage de frapper bas en fait. Il est en train de faire le match-up pour son adversaire. Mais en même temps, il a les réflexes de se rendre compte que son adversaire n'est pas optimal et de se relever à temps pour bloquer haut. Vous voyez, il joue chaque situation parfaitement comme s'il avait travaillé spécifiquement cet enchaînement 150 000 fois, ce qui est peut-être le cas. Et les rares fois où tu arrives à être ultra imprévisible, de toute façon, il a les réflexes de la foudre pour te rattraper. Et donc à la fin... And he hasn't slept in 3 days or eaten. T'as l'impression qu'il est vraiment dans ta tête. T'as l'impression d'être ennuyeux et prévisible. Tu peux être un des 10 meilleurs joueurs du monde et finaliste de l'Evo. Contre lui, tu es ennuyeux et prévisible. Une heure après, il y a les commentateurs sur le stream de l'Evo Japan qui font « Tiens, c'est marrant, il y a un nom super prestigieux qui a pris une défaite. » Contre qui ? Un gars, on connaît pas le nom. 3-4 heures plus tard, c'est l'hécatombe. C'est... Attends, il y a 4 ou 5 mecs qui étaient favoris pour passer en top 8 qui se sont fait sortir par le même gars et on ne sait pas qui c'est. Et il vient du Pakistan. Quoi ? Et il est arrivé en finale contre Aka, qui vient des Philippines et qui était lui aussi un peu une surprise pour ce tournoi et qui devait probablement se dire « Oh là là, c'est ma journée, aujourd'hui je mets les Philippines sur le toit du monde. » Il s'est fait anéantir. Aplatir les premiers matchs, il s'est tellement fait massacrer qu'au moment de choisir son personnage pour le dernier, il était en train d'hésiter en mode mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de me faire 3-0 par un inconnu. Et Arslan, fatigué, avec 0 heure de sommeil en 3 jours, qui désélectionnait et qui resélectionnait en mode joue frère, joue, j'ai besoin d'aller dormir, joue. Et il a gagné l'Evo Japan. Et il y a des gens qui ont osé dire que c'était peut-être un coup de chance, comme c'était possible de gagner l'Evo de Japan, genre sur un coup de chance, on sait pas qui c'est, peut-être que les autres étaient pas en forme, peut-être qu'il a joué à un style bizarre, nanani, nanana. 6 mois après, à Las Vegas, il a eu aucun problème pour venir parce que cette fois, tout le monde l'attendait, toute la salle voulait voir ce qu'il valait, et comme le script était parfait, il est arrivé en finale contre le plus grand joueur coréen de tous les temps. Si tu dois tomber quelqu'un sur Tekken, tombe-le lui, il n'y a rien de plus prestigieux. Et à la dernière seconde du dernier round, alors qu'il restait 1 point de vie à son adversaire, il n'a pas fait un pas en arrière, il n'a pas bloqué, il n'a pas choisi une option sûre en attendant que son adversaire fasse une erreur. Dans le plus pur style du gars qui a 30 000 heures dans le jeu et qui joue parfaitement par automatisme, il a fait l'action la plus optimale dans cet échange. Il a fait un pas sur le côté. So remember, no Wow. Oh my God. This was probably one of, this is hard to say because I love great review videos. This, I think, even though League of Legends was a really good review also, but this I think is my favorite video. This is so good.
That guy. Combo breaker day one. Let's go. esports. You think esports? This is FTC. Just one thing I want to say. Fighting game is something so great. Damn, man. The great review. You kill that video, man. You just destroy this one. You just kicked ass majorly. Just making sure I don't forget nothing at the end. Just making sure there's nothing popping up. That's it. Unbelievable. Unbelievable. I mean, I know. Games like that, you really have to be brilliant. You really have to be an incredibly intelligent person to play those kind of games. No, really, memory-wise, reflex-wise, thinking-wise. You really, it's hilarious. Like I said in the beginning of the video, how some parents are just like, oh, my kid plays stupid games all day in his bedroom. So I'm probably going to grow up and be a loser, Kid's probably not very bright, The best he could do is play a video game with zero comprehension of what that kid is doing in that bedroom. Just no understanding. And just too old and just too old school. How you can't teach an old dog new tricks. An old parent is just, even if you tried to, hey, Dad, do you understand how hard it is to do this combo? And how if you do a combo, I will block every single one of your hits? Do you know how hard it is to do? Do you understand that for me to hit this other dude, I got 0.08 or 0.06 seconds to get my move off? Do you understand? Like, the father would be like, I don't care, get a job. Like, it wouldn't click. They couldn't understand. But doing what these kids did. My man had no sleep for 3 days. I don't even know how he did this. That just shows you how much better he was than everybody else. They said, not only did I whoop all your asses, you guys slept, ate, was in hotels. You probably practiced the first 3-4 days. You were probably at the tournament city for a week. Just doing nothing but practice. And me, I'm losing my mind trying to find out how I could even get there. 5 minutes before the tournament starts, I just whoop everybody's ass. So do you know how much better he really was? Could you imagine him in, how they say it in French, a pleine forme? A pleine forme. A pleine forme? I think that's how you say it. But could you imagine if he's like that? Oh la la. I mean, talk about destruction. Oh, probably wouldn't have lost a single match. Anyway, another incredible The Great Review video. I mean, this guy's the best. He really is. He is. The way my man just gets me excited and into the video just by listening to him. Just by the way his tone changes at the perfect times. I love this guy. The Great Review, I love this guy. He's amazing. All right, anyway. Really, really good video. Voilà, fighting game community. Finally done. Hour and 40-minute video. That's crazy. Done in 2 parts. All right, not bad for me. Not bad for me. And now I got to do a couple other hour videos are so hard for me to do. You don't even understand. You don't even understand how hard they are to do. Because there's just such a small gap in my day and night that I could fit one in. It's just, it's not easy. Anyway, I'm not bitching. It's just, my thing is, one day, un jour,
ça doit être 48 heures. 48 heures dans un jour. If that was the case, ooh, I could do so many other things with my life. But 24 hours? 8 of that used for sleeping? Another 8 used for work? No time. No time. But it's nice when I do have time and I get to do a beautiful video like this. Because I just did a few terrible videos. Oh, feels good to do a good one. Take care. Peace out. À la prochaine.